Bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous pour ce 17e épisode de la balado de Fred Savard, saison 3. Très heureux de vous retrouver. Je vais faire ça court pour l'intro parce qu'on a un épisode assez chargé aujourd'hui. On devait le faire la semaine dernière, mais là, avec toutes les histoires d'aérosols, j'avais envie puis le couvre-feu, tout ça, j'avais envie d'en parler, mais là, évidemment, dès qu'il y a eu les événements au Capitole le 6 janvier, ben, je me suis dit, puis c'est même Hélène Faradji qui m'avait écrit pour dire il faut faire un épisode aux États-Unis. Évidemment, on pensait en même temps un peu la même chose. Et là, c'est aujourd'hui. Donc, on aura Hélène d'ailleurs qui va nous livrer ses observations sur comment l'ère Trump a eu un impact sur la culture américaine. Vraiment intéressant comme chronique avec, entre autres, des suggestions de lecture. Vraiment intéressante. On va avoir évidemment Andréane Bissonnette et Julie-Pierre Nadeau de la chaire Raoul Dandurand, que j'appelle parfois les Dandurettes, avec respect. J'espère que ça les choque pas. On est content de les retrouver parce qu'évidemment, ils vont nous parler de ce qui est arrivé et ce qui arrivera aussi avec l'arrivée de Joe Biden et de Kamala Harris, entre autres, à la présidence et la vice-présidence des États-Unis. J'ai demandé aussi à Mathieu Bellil de nous offrir ses réflexions. On se rappelle de Mathieu, évidemment, qui est chroniqueur, mais qui était venu nous parler de l'Empire invisible, son formidable essai sur l'Empire américain, sur l'aspect tentaculaire de l'Empire, pas seulement en géopolitique, en fait, moins en géopolitique que dans l'imaginaire collectif. Oui, pour nous, Québécois, qui sommes aux limites de l'Empire, mais pour à peu près la planète entière. Donc, j'ai demandé à Mathieu de réfléchir et j'ai demandé aussi à Amadou Sadjo-Barry, professeur de philosophie au Cégep de Saint-Hyacinthe, chroniqueur maintenant à la balado, de nous livrer également comment lui voit ça. Peut-être avec une réflexion un peu plus philosophique. Ça va être à la fin de l'épisode, vous allez voir, c'est vraiment super intéressant. Sinon, j'ai pas envie trop de revenir sur le couvre-feu, que je trouve difficile, je dois vous l'avouer, par principe, pas parce que je faisais tant d'activités le soir. Et là, cette semaine, il y a eu le point de presse de François Legault, je sais pas si c'est jeudi, en fait, où il nous avouait sans rire que la baisse des cas qu'on observe, c'est dû au couvre-feu, alors que la plupart des observateurs ont rétorqué que non. En fait, la baisse avait débuté avant le début du couvre-feu. Alors voilà, moi, je suis vraiment très, je suis pas très inquiet, mais je suis vraiment très attentif à cette manipulation des faits un peu. Je comprends que le gouvernement a des décisions difficiles à prendre, mais on parle déjà de détendre le couvre-feu au-delà du 8 février. Ça a des impacts, particulièrement à Montréal, et je sais qu'on n'est pas seulement écouté à Montréal, mais quand vous habitez dans une maison unifamiliale de 2 étages en banlieue, ça n'a pas le même impact, le couvre-feu, qu'à Montréal. Entre autres, on le voit avec les itinérants, et là, je vois que ça passe de moins en moins. Puis je suis content que cette idée de donner des exemptions aux itinérants, que le refus, en fait, du gouvernement de donner des exemptions aux itinérants, ça passe de moins en moins bien dans la population en général. Ça, je ne sais pas jusqu'à quel point dans la population générale, parce qu'il faut aussi fréquenter, voir, croiser des itinérants pour essayer de comprendre un peu ce qu'ils vivent. Et je trouve vraiment que ce gouvernement, à ce niveau-là, manque énormément de sensibilité. Puis quand François Legault nous dit que c'est parce qu'il ne veut pas que des gens se fassent passer pour des itinérants et que Yann Lafrenière, l'ancien responsable de l'information ou de la manipulation de l'information pour le SPVM, renchérisse avec ça, je trouve ça vraiment malheureux. Je pense, justement, si on se fie tant au jugement des policiers, je pense qu'on pourrait le faire aussi pour ça et amoindrir le fardeau que vivent les itinérants de devoir se cacher après 20 heures pour ne pas attraper de contravention, pour ne pas être harcelés aussi par les forces policières. Au-delà de l'aspect contravention, c'est aussi ça, je pense, parce qu'ils le vivent sur une base quotidienne. Des fois, ça se passe bien. Je ne veux pas mettre tous les policiers dans le même bain, mais on sait que l'organisation, la structure organisationnelle de la police est rarement dans la conciliation. Voilà. Alors, mais malheureusement, les itinérants ont ce vilain défaut de ne pas travailler et de ne pas faire de job payante, ce que le gouvernement aime bien. François Legault a toujours ça à la bouche. Là, on va créer des jobs payantes, comme si des jobs moins payantes étaient moins intéressantes. Voilà. Cela dit, on verra si la quarantaine sera obligatoire pour les gens qui voyagent, parce qu'encore une fois, on semble mettre l'éclairage, le spotlight sur les voyageurs.
qui serait à l'origine des cas qui circulent dans la population. On exclut totalement l'école. On n'en a pas parlé du tout de l'école jeudi dans le point de presse. Très peu mardi aussi. Les joueurs de hockey aussi, parce qu'on sait, François Legault aime le hockey. Alors, les joueurs de hockey voyagent d'une ville à l'autre et eux, visiblement aussi, ne participent absolument pas à la propagation de la maladie. Moi, je suis un grand fan de la NFL et je peux vous dire, pour l'avoir suivi cette année, malgré que c'était beaucoup moins intéressant parce qu'il n'y avait pas de foule et on sentait que c'était comme... Bon, c'était autre chose, mais il y a eu énormément de cas de COVID chez les joueurs et la NFL faisait des tests, faisait très attention, mais forcément, comment vous voulez mettre des gens qui suent, qui respirent fort pendant 60 minutes dans un endroit fermé, comment ça peut propager la maladie? Mais bon, François Legault aime le hockey, alors il fallait absolument pas qu'on s'empêche d'avoir du hockey. Alors voilà, cela dit, c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. On réfléchit sur ce qui s'est passé au sud de la frontière et on y va tout de suite avec Hélène Faradji. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on retrouve pour l'année 2021 Hélène Faradji. Salut Hélène! Hey, salut Fred, bonne année! Ah, bonne année. On peut encore se le dire. C'est tout le mois de janvier? Je sais jamais la règle. En principe, oui. OK. Bon. Oh, et puis, de toute façon, on a eu un 2020 tellement de marde que je pense qu'on peut se dire bonne année toute l'année 2021. Ah oui, on espère que ça va aller mieux. Il y a quand même des belles nouvelles, entre autres la fin du mandat de Donald Trump et vous aviez envie de vous y arrêter pour voir un peu ce qu'il en reste de tout ça sur le plan culturel. Exactement, parce que là, on se parle, on est jeudi. Hier, on a vécu cette inauguration. Vous l'avez regardée, j'imagine? Pas tant, non. J'étais très occupé hier sur d'autres affaires. Ouais, puis de toute façon, c'est ça. On va avoir les Andréane et Julie-Pierre, les Dendurettes, comme j'aime bien les appeler. En tout respect. Et je savais là, que de toute façon, on allait avoir tout. Évidemment, les médias en ont parlé, mais je ne l'ai pas regardé à la télé. Je l'ai suivi à la radio, mais j'ai pas eu le temps de m'asseoir devant la télé pour le regarder. Mais c'était un beau moment. C'était émouvant, c'était sain, c'était simple. Oui. Mais ceci dit, moi, ça m'a donné envie de réfléchir un peu à l'héritage de Trump, parce que veut pas, même si on repart sur de nouvelles bases, il va rester quelque chose de ces 4 années de présidence. Oui. On peut se dire qu'on a échappé à 8 années, c'est déjà un bon point, mais j'ai surtout eu envie qu'on se penche sur quelque chose dont on a assez peu parlé, c'est-à-dire l'impact non seulement qu'ont eu ces 4 années, mais que vont avoir ces 4 années sur la culture américaine. Parce que si on se rappelle, avant 2016, avant que ça commence, il y avait 2 mots qui venaient immédiatement en tête quand on parlait de culture américaine, c'était impérialisme et hégémonie. Oui. Hein, la culture américaine, c'était la culture, c'était l'étalon à mesurer, c'était ce qui envahissait tout. Mais d'ailleurs, Hélène, dans la couverture médiatique ici, on le sent ça parce que, écoutez, puis là je veux pas être pas fin, mais il y a votre collègue Marc-André Lucier qui hier sur Facebook écrivait que ça fait du bien entendre une chanson de Bruce Springsteen. Ça fait 4 ans que je suis tellement stressé. Puis là je suis comme, OK. Mais tu sais, on n'est pas des Américains. C'est pas mon président. Moi, j'étais pas si stressé que ça. Mais bon, alors c'est fascinant en fait, cette espèce d'amalgame qu'on fait. On est vraiment aux lisières de l'Empire. Exactement. Puis c'est aussi que cette culture américaine, veut pas, c'était la culture à partir de laquelle tout le reste était comparé. C'est jamais aussi bien que les Américains, c'est mieux que les Américains. C'était vraiment le point de comparaison. Puis depuis 4 ans, forcément, on est tenté de se poser la question, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'on en est encore là? Est-ce que, comme la culture politique, la culture artistique s'est complètement effondrée aux États-Unis? La réponse, c'est oui et non, évidemment. Notre premier réflexe, c'est de dire oui. Oui, ça s'est effondré. Et Denis Arcand, après le déclin, après la chute, il pourrait sûrement nous faire un effondrement 2, histoire de nous rappeler que tout était mieux avant, au temps des baby-boomers, sauf peut-être les seins de Marie-Pierre Morin. Mais bon, c'est pas gentil. Donc, spontanément, c'est ça, on se dit, vous avez du mordant cette semaine, Hélène? Comme Marie-Pierre. C'est pas... Oui, mais ça s'arrête là, la comparaison, ça s'arrête là. Donc, Trump, probablement que oui, il a sapé entièrement les fondations de cette culture américaine et on peut en trouver 1001 exemples. Alors, musicalement, par contre, on pourrait se dire non parce que je suis allée vérifier, puis le top, le palmarès, le Billboard 2017 et 2020, il est dominé par une seule et même personne, comme si absolument rien n'avait changé, c'est
Taylor Swift. Ah, ben voilà. Évidemment, voilà. C'est l'insubmersible Tay-Tay. Cela dit, elle est passée quand même de chanteuse country à chanteuse à pop star. Et là, elle est redevenue quand même. Elle est redevenue à ses racines un peu plus folk, là. Exactement. Ces 2 derniers albums, cette année, on n'est pas dans la pop, là. Non, pas du tout. Beaucoup plus folk. Ben oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait partie aussi de ceux qui se sont opposés très, très tôt à Donald Trump et qu'elle a mangé toute une volée de la part des supporters de Trump à l'époque. Qui pourtant constituait plutôt sa base musicale. Oui, c'est vrai. Elle venait de la country, etc. Oui. Donc, elle a quand même réussi à se réinventer, pour reprendre un mot à la mode. Mais bon, évidemment, ce serait injuste de réduire tout le paysage musical américain à la blonde et gracile pop folk star, comme vous voulez. Oui. Mais je crois qu'il y a un homme qui symbolise assez bien cet effondrement de la culture américaine. C'est celui que la présidence Trump a révélé, pas pour le meilleur, mais pour le pire. Et on va écouter un extrait. On est le 22 novembre 2016, en plein concert. Hey, stop it. Hey, radio, fuck you. Radio, fuck you. Y'all don't want to lose again. A lot of people here tonight felt like they lost. You know why? Because y'all been lied to. Google lied to you. Facebook lied to you. Radio lied to you. Radio, fuck you. Voilà. Voilà, novembre 2016. Ça commence comme ça. Oui. Et c'est évidemment, vous l'avez reconnu, c'est Kanye West. Oui. C'est une vidéo assez hallucinante de 15 minutes comme ça où il continue dans un délire de persécution complet. À un moment donné, il va même demander à Jay-Z de pas lui envoyer ses tueurs à gages. Mais là, Hélène, on s'entend qu'on est dans la santé mentale là, avec Kanye West. Là. Mais je me pose la question. En fait, Kanye West, j'ai l'impression que c'est une trajectoire parallèle à ce qu'on a vécu depuis 4 ans, avec effectivement santé mentale, parce que juste après ce concert-là, il va être interné dans un hôpital psychiatrique. Voilà. Il va ensuite, depuis 2016, faire des albums de plus en plus délirants, mégalomaniaques. Il va y avoir des rapprochements de plus en plus bizarre avec la religion. À un moment donné, il va aussi aller vers une négation de l'esclavage, un délire égocentrique. En fait, c'est un choix. Il avait dit Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est un choix d'être esclave. Oui. Des illusions de grandeur qui se peuvent pas avec le point d'orgue en 2020 lorsque il offre à son désormais ex-épouse Kim Kardashian un hologramme de son père et qu'il se présente comme candidat à l'élection présidentielle. Puis on pourra s'en reparler dans 10 ans si vous voulez, mais j'ai l'impression que cette trajectoire de comète qui explose, qui se finit dans un divorce, dans un isolement terrible, ben c'est l'équivalent artistico-culturello-médiatique de celle de Trump. Ah, intéressant. C'est un espèce d'Icare de supermarché avec les plumes gonflées par son sentiment de supériorité, qui a voulu toucher le soleil puis qui s'est brûlé définitivement. Je vais passer à la littérature maintenant parce que ça n'a pas eu le même retentissement, mais il y a aussi 2 auteurs symboles de cette dégradation et je vous parlerai même pas de Bob Dylan. Bob Dylan, prix Nobel de littérature en 2017 et qui en 2020 a vendu tous ses droits à Universal, rappelant à tous cette leçon que Trump, lui, a probablement acquis à la naissance. Même les plus résistants et les plus protestataires d'entre nous ne seront jamais insensibles à un gros paquet de cash. On a tous un prix. Exact. Même Bob Dylan. C'était triste de le réaliser quand même. Oui. Mais bon. Non, mais il est vieux, il est vieux, puis... Oui, ben, il y a des impôts comme tout le monde. Oui, mais en même temps, j'imagine qu'il a pu s'en mettre de côté un peu avant, mais on n'a pas, su le montant, hein, d'ailleurs, de la transaction. Oh, ben ça doit être costaud quand même, ça doit être des millions, j'imagine. Des centaines de millions? Peut-être. On lui souhaite. On va lui souhaiter. Mais non, les 2 auteurs dont je vous parlais, je pense qu'ils sont eux aussi symboliques de ce que Trump laisse derrière lui. D'abord, évidemment, c'est le roi de la provoque, Bret Easton Ellis, qui a profité de ces 4 années-là pour nous pondre un essai, son premier essai, qui s'appelle White. Que j'ai lu. Oui. Ben, on va en parler. Qui est assez, je sais pas si on va être d'accord, mais moi, je l'ai trouvé assez représentatif, peut-être même caricatural de cette nouvelle figure que Donald Trump nous a fait découvrir, qui est
l'angry white man, l'homme blanc fâché. Oui. Hein. Donc, cet essai, mais Hélène, allez-y. En fait, c'est 8 petits essais qui parlent à peu près de tout. D'ailleurs, Kanye West, Twitter, Trump, Charlie Hebdo. C'est film. Mais surtout, oui, c'est ça. C'est surtout lui. Oui. Hein, il parle principalement de lui. Oui. Et moi, ça m'a donné l'impression d'un équivalent littéraire des tweets de Trump. Oui. C'est les trucs écrits en majuscules au milieu de la nuit avec fureur, paranoïa, haine de tout ce qui n'est pas soi et qui se déverse comme ça sans barrage avec un espèce de narcissisme réactionnaire assez affligeant. Oui. Alors, je ne sais pas ce qui restera de cet essai-là. Cela dit, j'ai eu du plaisir à le lire. Pas parce que j'étais d'accord, mais parce qu'il dit ce qu'il pense. Puis bon, il m'en est pas resté grand-chose, mais j'ai passé un bon moment. Cela dit, c'est vrai que c'est un white man, angry white man, mais il est gay en plus. Fait que ça rajoute quand même une dimension nouvelle au blanc fâché. Ça reste un gay privilégié quand même. Oui. C'est pas quelqu'un qui a beaucoup souffert, je pense, dans la vie, ce Bret Easton Ellis. Mais ça m'a vraiment donné l'impression que la littérature se transformait un peu avec lui. En tout cas, essayer de prendre des choses qui étaient popularisées par Donald Trump pour en faire la matière d'un essai qui, effectivement, malheureusement, n'a ni dérangé au moment où c'est sorti et ne passera probablement pas à la postérité. Non. Mais il y en a un autre dont je veux vous parler parce que, Bret Easton Ellis, à la rigueur, on n'était pas surpris. On se dit, oui, il est réactionnaire, évidemment, c'est un peu normal. Mais celui dont je veux vous parler, c'est Don Winslow. Vous le connaissez, Don Winslow? Non. Auteur de Polar palpitant, vraiment géniaux. Ça m'intéresse. Il a fait une série qui s'appelle La Griffe du Chien. C'est 4 pavés qui détaillent les ravages du trafic de drogue entre le Mexique et les États-Unis. Et une plume qui détaille à merveille comment les puissants s'en sortent toujours en exploitant et même en tuant, en torturant les moins nantis. Donc, ce Don Winslow, a priori très de gauche, on peut pourtant l'utiliser comme un symbole de ce pervertissement des valeurs traditionnelles de la culture américaine. C'est-à-dire l'héroïsme, la découverte, l'ambition, etc. Parce que il les a fait glisser vers une conception beaucoup plus Far West, beaucoup plus œil pour œil, dent pour dent, assez sauvage, qui, j'ai peur, révèle quelque chose comme une abdication devant l'idée de collectif, de peuple, et qui révèle vraiment un individualisme assez terrible qui me semble un des héritages les plus monumentaux de ces 4 années de Trumpisme. Donc, Winslow, cette idée du chacun pour soi et les moutons seront bien gardés, il l'a expérimenté au début du printemps dernier parce qu'il a décidé de mettre sa carrière d'écrivain sur pause et de se servir de Twitter pour faire la lutte à Trump. Et il a été très, très honnête. Il a expliqué que il avait suffisamment de sous pour se le permettre. Et que donc, il pouvait se permettre de passer 6 mois à empêcher la réélection de Trump. Cet engagement de l'artiste, cette implication politique totale, c'est très très bien, sauf que il y a quelques jours, alors que le Capitole était pris d'assaut, il a tweeté une photo des assaillants. Vous savez, il y en a eu beaucoup qui sont sortis comme ça. Et cette photo, elle était accompagnée du tweet suivant. On fait tout ce qu'on peut pour identifier cet homme. Si quelqu'un y arrive, je lui donne $20,000. Ah ouais. Puis cet homme, Don Winslow, je crois qu'il connaît beaucoup trop la littérature et le sud-ouest des États-Unis pour pas qu'immédiatement ça ait résonné dans sa tête, comme les vieilles affiches, vous savez, Wanted, Dead or Alive. Là. C'est exactement ça. Puis voir un artiste s'impliquer dans le combat politique, c'est toujours un peu émouvant, mais le voir se transformer en shérif, dont la puissance est principalement monétaire, moi, j'ai trouvé ça un peu effrayant. Fait que je vous conseille de lire Don Winslow parce que son observation du narcotrafic, des narcotrafiquants puis des ravages causés par la drogue aux États-Unis et au Mexique, c'est extraordinaire. Mais disons que quand l'artiste devient un militant politique, il y a peut-être des héritages qui sont plus discutables. Alors, on le lit en livre, mais pas sur Twitter. C'est ce que vous nous dites. Exactement, c'est ce que je vous dis. Mais si je m'arrêtais là, à ces exemples-là, Fred, je serais d'absolue mauvaise foi. Parce que on pourrait se dire, l'héritage de Trump sur la culture, c'est une aggravation des problèmes de santé mentale, c'est un individualisme exacerbé, c'est une progression du délire sécuritaire, c'est une culture avec les idées en berne. Sauf que, évidemment, c'est pas si simple. Et paradoxalement, ce qu'on a pu voir pendant ces 4 années,
c'est des effets culturels qu'une présidence, on va dire, normale, avec des vœux pieux, des bonnes intentions, des mains sur le cœur, n'aurait peut-être pas réussi à générer. Et c'est quoi? C'est une diversité des voix, enfin bienvenue. Parce que l'héritage culturel de Trump, ce sera quoi en fait? J'ai l'impression que ça va être deux choses terribles, deux cris du cœur, deux cris qui viennent des tripes, deux cris qui nous ont dit c'est assez, deux cris qui sont venus de MeToo et de Black Lives Matter. Et là, je ne sais pas si vous allez être d'accord, Fred, mais je suis pas certaine que sans Trump, ces deux mouvements-là auraient eu autant de poids, autant de résonance. Oui. Et c'est horrible de se dire qu'il a fallu Trump pour qu'enfin on écoute, on se rende compte, on réalise que la diversité, c'était pas juste pour faire joli dans les quotas, mais que c'était important. Puis là aussi, je peux donner plusieurs exemples et je vais rester en littérature avec d'abord Joyce Carol Oates. Oui. Elle a plus de 80 ans, c'est une immense auteure. Oui. Et ben en 2017, elle publiait peut-être le roman le plus définitif sur le fanatisme et sur la violence américaine. Ça s'appelle Un livre de martyrs américains. Et ça prend comme point de départ ce qui, au fond, est à la base de MeToo, c'est-à-dire le droit des femmes à disposer de leur corps. Oui. Parce que qu'est-ce qu'elle fait? Elle raconte l'histoire d'un fait divers, comme souvent, celui d'un type qui, en Ohio, a assassiné un médecin qui pratique des interruptions volontaires de grossesse. Et elle en a fait un roman absolument remarquable. Et je pense que cette attention portée à la liberté des femmes, peut-être qu'elle n'aurait pas été aussi écoutée s'il n'y avait pas eu Trump. C'est très paradoxal à dire. Mais à tout malheur, il y a des... Exact. Quelque chose est bon. Voilà. Ouais, c'est vrai, ma grand-mère disait ça aussi. Ouais. Mais l'ère Trump, ce qu'elle aura aussi permis, c'est l'émergence aux yeux du grand public d'un auteur majeur qui a publié 2 romans. Le premier en 2016, le premier en 2019. Donc, vraiment, il encadre l'ère Trump. Ouais. Et il symbolise vraiment presque jusqu'au vertige, ce cheminement de l'Amérique sous Trump. Et la colère de ceux qu'on a voulu marginaliser, ceux qu'on a étouffés sous des genoux de policiers, ceux qu'on a voulu ignorer, ceux qu'on a voulu évincer des écrans et des fictions, tous ceux qui ne sont pas dans la norme. Et cet auteur, il s'appelle Colson Whitehead. Il a publié donc 2 romans et il nous a rassurés sur le fait que ces voix plus marginales, on va dire, lui il est afro-américain, et ces voix qui émergent, non seulement elles émergent, mais elles sont entendues. Pourquoi je dis ça? Parce que ces 2 romans, et c'est exceptionnel dans l'histoire de la littérature, les 2 ont gagné le prix Pulitzer fiction. Wow. C'est incroyable. Ouais. Le premier s'appelle Underground Railroad. Les 2 ont été traduits. Et ça raconte l'histoire d'un réseau clandestin qui faisait passer les esclaves affranchis du sud au nord. Et le deuxième s'appelle Nickel Boys. Et c'est l'histoire d'une maison de correction absolument terrible dans les années 60 en Floride, où les jeunes détenus noirs étaient torturés, violés, assassinés. Et le premier de ces romans, Underground Railroad, il est en ce moment en voie d'adaptation par un certain Barry Jenkins. Barry Jenkins qui, début 2017, nous annonçait déjà cette ouverture du monde artistique à l'autre, à ce qu'il peut avoir de plus beau, de plus émouvant, parce que il gagnait l'Oscar du meilleur film avec Moonlight. Oui, tout est dans tout. Mais oui. Donc, prochain film de Barry Jenkins, ça va être adapté de Colson Whitehead. Et cet homme, Colson Whitehead, dont la voix essentielle a été révélée par l'ère Trump, j'ai envie de lui laisser le mot de la fin. Je vous le ferai pas en anglais parce que ce serait trop triste pour tout le monde. Fait que ça va être ma traduction. On y échappe. Et il a dit, c'est l'échec qui permet l'évolution. La perfection n'offre aucun incitatif pour s'améliorer et rien n'est de toute façon parfait. Alors célébrons l'échec de Trump, Fred, parce que c'est exactement ça qui va nous permettre de nous améliorer. Merci Hélène. Merci. Being American is more than a pride we inherit. It's the past we step into and how we repair it. We've seen a force that would shatter our nation rather than share it, would destroy our country if it meant delaying democracy. And this effort very nearly succeeded. But while democracy can be periodically delayed, it can never be permanently defeated.
Bon, évidemment, ça fait longtemps qu'on les a pas entendus. Et là, je vais leur annoncer devant elle, en fait. Vous savez que je vous appelle les Dendurettes, Andréane Bissonnette et Julie-Pierre Nadeau. J'espère que ça vous choque pas. Non, aucun problème. C'est fait avec beaucoup de respect. Parfait. Bon, là, évidemment, on sort de 4 ans de Trumpisme. On s'était parlé cet automne, mais pas tant que ça, parce que je l'avoue, j'ai fait un peu un trop-plein et je trouvais ça décourageant, sincèrement, comme bien des gens. Mais là, bon, il y a eu l'inauguration de Joe Biden cette semaine, et là, je trouvais ça important. D'ailleurs, l'épisode va parler de ça. Aujourd'hui, il y a Mathieu Bellil, évidemment, qui va nous offrir ses réflexions sur lui, comment il a vécu ça, ces années Trump. Mais là, je pense que c'est important d'avoir des spécialistes pour nous resituer ce qui s'est passé. On devait faire l'épisode au lendemain de la tentative de coup d'État. Finalement, on l'a repoussé parce qu'on s'est dit qu'il va y avoir l'inauguration. Et là, je suis content de vous avoir toutes les deux parce qu'on va être capable de débroussailler ça et comprendre un peu ce qui nous attend. Oui, avec plaisir. Parce que les événements là, cet automne, ça a été bien chargé. Puis je pense qu'avec la COVID et toute l'actualité, des fois, c'était... comme tu dis là, un trop-plein. un petit trop-plein. Et là, bon, qu'est-ce que vous avez retenu de l'inauguration? Je pourrais commencer par Julie-Pierre? Oui, bien, en fait, ce que j'ai retenu, c'est vraiment un message rassurant. Là. Joe Biden, qui est pas allé dans la grande surprise, resté fidèle à lui-même, a gardé ce message d'unité qu'il avait déjà dit quand il a accepté, en fait, la victoire à la présidence. Il a dit qu'il serait le président de tous les Américains. Il a aussi souligné le besoin de rassembler en fait les forces de tout le monde pour passer à travers les multiples crises là, qu'on voit actuellement aux États-Unis. Il y a une crise démocratique, il y a la crise économique qui est liée à la COVID et il y a la COVID évidemment qui est pas terminée. Donc plusieurs défis et il a aussi tendu une main à ses opposants, aux électeurs qui n'ont pas voté pour lui parce qu'on le sait, ils sont nombreux et il a demandé donc de lui donner une chance, de l'écouter et si après ils sont encore en désaccord, mais évidemment il y a un processus démocratique pour exprimer là, son désaccord. Il veut restaurer la confiance envers les institutions, envers le processus démocratique et il s'est comparé, en fait, il a fait une comparaison avec Abraham Lincoln. Lorsque Lincoln avait signé la proclamation d'émancipation, il avait dit « My whole soul is into this ». Et Biden, hier, a dit « My whole soul is into this ». Il veut ramener un sentiment d'unité, un sentiment de projet commun aux Américains. Et ça nous change quand même des années Trump où c'était complètement l'inverse. Chose qui m'a étonné, et je pense que je ne suis pas le seul, c'est qu'évidemment, on savait que Joe Biden n'était pas un orateur de la qualité de Barack Obama, mais quand même, je m'attendais à quelque chose... En fait, j'avais l'impression qu'il était un petit peu plus drabe qu'il était en réalité. À moins que je me trompe, là. Mais il était meilleur orateur que j'aurais pensé. Oui, ben en fait, c'était un discours là, qui était vraiment là, à l'image de Joe Biden à plusieurs points, notamment sur la question de l'optimisme. Donc, à plusieurs moments, on a vu ressortir là, cet aspect-là de Biden, à un moment où, donc, ça fait quand même 4 ans qu'on axe le discours plus sur les divisions. Donc, ça avait sa place hier au moment de l'inauguration. Mais outre cet aspect d'optimisme, je dirais qu'un des moments forts aussi de la journée de hier, un des moments qui est ressorti, c'est lorsqu'il a repris la ligne qu'il avait dit la veille en quittant le Delaware, « Don't tell me things can't change », en soulignant que l'endroit où il prononçait son discours avait été le lieu d'un discours de Martin Luther King dans lequel il avait dit les désormais célèbres mots « I have a dream » et également lieu de manifestation pour le droit de vote des femmes, moment qui a mené Biden à souligner à nouveau le fait que au même moment, dans ce même lieu, on a été témoin en fait de l'investiture de la première femme, la première personne noire et la première personne de descendance sud-asiatique au poste de vice-présidente. Donc vraiment une journée remplie de premières. Et au-delà du discours de Biden qui était central à la journée, mais qui a un peu été éclipsé par une autre performance, celle d'Amanda Gorman et de son poème The Hill We Climb. Jeune poète de 22 ans. Absolument, la plus jeune poète de l'histoire à lire un poème inaugural et un poème rempli de force, de la puissance des mots et une lecture vraiment là qui a résonné tant à l'intérieur des frontières des États-Unis qu'à l'international. Ouais. Mais là,
on se rappelle des années Obama où je soulignais que c'était un grand orateur. Parfois, par contre, dans l'héritage politique, j'ai même lu, je pense que c'est Nicole Morgan, qui est professeure de philosophie au Collège Royal à Kingston, qui disait, dans le fond, on pourrait considérer Obama comme un républicain plus au centre. C'était pas un vrai démocrate et ça a apparu dans l'héritage un peu qu'il a laissé. Est-ce qu'on va être capable d'aller au-delà des symboles parce qu'ils sont forts, les symboles? Entre autres, on veut mettre de l'avant la diversité dans le choix des personnes qui vont entourer Joe Biden. Mais est-ce qu'on va être capable d'aller justement, à votre avis, au-delà des symboles et imprégner vraiment un changement dans... On le sait, le problème racial est quand même quelque chose de fondamental dans la dynamique politique américaine. Est-ce qu'on va être capable d'avancer collectivement, que les Américains avancent collectivement là-dedans? Oui, mais en fait, on le voit déjà, il y a une volonté jusqu'où ira la portée de cette décision-là. Là, c'est difficile de l'évaluer après une journée de présidence Biden. Là. Mais il y a déjà une volonté là, de revoir les directives dans certains pans de l'administration publique. Il y a aussi certains volets des dernières mesures liées à la pandémie qui visent à réduire les inégalités, à essayer d'aider les gens les communautés qui sont davantage atteintes. Donc, j'ai l'impression que c'est par une succession de petites mesures, cette idée d'avoir toujours ça en tête, d'avoir toujours ça à l'esprit quand on formule une nouvelle mesure, une nouvelle directive, qui va, au bout du compte, amener plusieurs changements. Ouais. Bon, là, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? On l'a vu, il a été très actif, Joe Biden, entre autres, pour l'annulation du projet Keystone XL, qui va avoir un impact sur l'ouest du Canada, en fait. Ben, éventuellement ici aussi, mais on verra. C'était pas... en fait, ce qui est surprenant, c'est que ça s'est fait aussi vite, mais c'est une promesse. Mais là, qu'est-ce qui attend l'administration Biden dans les prochains jours? Tu as mentionné Keystone XL, Fred. En fait, on voit que... Joe Biden veut donner le ton rapidement en focusant ses énergies sur quelques problèmes ciblés. Et un des grands dossiers auxquels il veut s'attaquer, on l'a vu, c'est les changements climatiques. Donc, dans la même journée, il a révoqué le permis à Keystone XL, mais il a aussi réintégré l'accord de Paris. Les États-Unis avaient quitté l'accord de Paris sur les changements climatiques. Il a réinstauré quelques réglementations que Obama avait mis en place, Trump avait aboli. Et donc là, Biden les a remis, dont des normes sur les émissions pour les voitures. Il a mis un moratoire sur les permis d'exploration pétroliers en Alaska. Donc, on essaie de protéger là, ce grand refuge faunique. Il y a beaucoup à faire, évidemment, mais on sent que ça donne vraiment le ton. Et un autre dossier sur lequel Joe Biden a voulu donner le ton, c'est vraiment à l'international. Il l'a mentionné hier, la place des États-Unis dans le monde, ça va être un défi dans les prochaines années. Il est bien conscient que le rôle des États-Unis n'est plus le même qu'il était il y a 4 ans et il veut essayer de se réimpliquer, de présenter les États-Unis comme un leader pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui et de demain. Le problème de demain, c'est sans doute les changements climatiques. Le problème d'aujourd'hui, il faisait plutôt référence à la pandémie et c'est pourquoi il a décidé de réintégrer aussi l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il a envoyé le Dr Fauci d'ailleurs à l'OMS cette semaine. Donc, on sent une volonté de reprendre une place sur la scène internationale. Et là, il y aura beaucoup de travail à faire pour rassurer les alliés également. Il y a un appel avec Justin Trudeau qui est prévu cette semaine. C'est en quelque sorte la première rencontre diplomatique parce qu'on le sait, normalement, on accorde beaucoup d'importance à ce genre de visite. Là, avec la COVID, les visites diplomatiques, c'est un peu plus compliqué. Donc, on regarde... Ça va être sur Zoom aussi, j'imagine. Voilà, donc on regardera quel pays Joe Biden décide de contacter en premier et évidemment la politique étrangère risque de ne pas être à l'avant-plan là, dans les prochaines semaines parce que il y a tellement de choses à régler sur le plan intérieur que ça risque d'être à l'arrière-plan, mais il y a quand même beaucoup de dossiers sur lesquels il faudra s'attarder rapidement. La position envers la Chine, envers la Russie, il y a plusieurs dossiers au Moyen-Orient aussi, donc ça va être très intéressant à suivre. Andréane? Oui, moi, de mon côté, c'est sûr que les enjeux d'immigration, c'est ce qui retient beaucoup mon attention. Et on avait, du côté là, des groupes pro-immigration, beaucoup d'attentes envers le nouveau président des États-Unis, et ça, dès le premier jour, attentes qui avaient été en partie créées par Biden lui-même. Et sur les 17 ordres exécutifs qu'il a signés hier, 5 concernaient des enjeux liés à l'immigration. On peut citer notamment la protection des Dreamers
Dreamers via une réaffirmation du programme DACA, la fin du travel ban de Trump, qui avait été également appelé le Muslim ban, et un frein à la construction du mur à la frontière mexicaine-états-unienne. Ouais. Donc vraiment là, un focus sur les enjeux migratoires hier, en plus de la COVID et de l'environnement. Mais au-delà des ordres exécutifs signés hier et annoncés, Biden a également émis des directives au département de la sécurité intérieure dans les heures qui ont suivi son investiture. Et rapidement, l'agence a, sur son site web, annoncé un moratoire sur les déportations, avec quelques exceptions, donc pour les 100 prochains jours, afin de réévaluer les moyens et les priorités du département. Donc vraiment, ce sera un enjeu qui sera à surveiller pour les 100 premiers jours de Biden, lui qui a annoncé que d'autres décrets sont à venir en matière d'immigration le 29 janvier prochain, possiblement concernant la réunification des familles séparées à la frontière. On se rappelle que ça avait été un enjeu qui avait profondément marqué les esprits aux États-Unis et qui avait été rejeté de façon bipartisane lorsqu'on avait vu ces images-là d'enfants littéralement dans des cages à la frontière mexicaine-états-unienne. L'autre élément à surveiller dans les premiers jours de l'administration Biden concernant l'immigration, ce sera ce projet de loi-là que Biden veut envoyer au Congrès, le Citizenship Act de 2021, qui inclurait une voie vers la citoyenneté pour les 11 millions de migrants non documentés aux États-Unis et une possibilité d'appliquer pour la résidence permanente immédiatement pour les Dreamers. Donc, ce sera à surveiller parce que les démocrates ont, oui, une majorité dans les deux chambres, mais c'est une faible majorité, donc l'issue du projet n'est pas garantie. Bon, c'est ça. Je voulais qu'on en parle avant d'aller au dernier point sur l'héritage un peu de Donald Trump, mais la marge de manœuvre que va avoir Joe Biden, oui, si on pourrait dire l'écosystème là, de la Chambre des représentants et des sénateurs, là, ça se profile de quelle façon? En fait, Joe Biden a, oui, une majorité là, dans les deux chambres du Congrès, mais il y a plusieurs éléments ici. Premièrement, il faut savoir que la majorité démocrate à la Chambre des représentants est plus petite qu'elle était avant les élections. Donc, les démocrates ont perdu quelques sièges et le Sénat est à 50-50. Donc, ce que ça veut dire, c'est que oui, si on réussit à rallier tous les démocrates, Kamala Harris peut prendre le vote décisif et donc ça fait 51-50. Mais les démocrates ne s'entendent pas sur tous les dossiers. On pense notamment, même en immigration, mais en santé aussi. Il y a des démocrates qui veulent aller plus loin. Il y a des démocrates qui veulent simplement bonifier ce qu'on a actuellement. Donc, sur les changements climatiques aussi, ça va être compliqué d'essayer de rallier tout le monde sur une même mesure. Donc, on va sûrement voir l'administration Biden essayer de recruter quelques républicains qui pourraient être d'accord avec certaines mesures, notamment en création d'emplois ou en infrastructure, pour essayer d'avoir une majorité plus solide. Et il faut le dire, au Sénat, il y a encore beaucoup de projets de loi qui nécessitent 60 votes. Donc, on n'aura pas le choix d'aller faire des concessions et de travailler avec les républicains si on veut passer quoi que ce soit et essayer d'avoir un bilan législatif là, un peu plus étoffé que ce qu'a réussi à faire Donald Trump. C'est quoi le terme déjà de cette majorité qui est, on pourrait dire en français, ou en tout cas traduite de façon inadéquate, une majorité dure, mais c'est le terme exact? C'est une super majorité, donc de 60 votes. Et également, il faudra agir vite du côté de Joe Biden parce que c'est important de préciser que dans 2 ans, on sera en élection de mi-mandat et donc que la composition de la Chambre et du Sénat pourront changer également. Donc, on n'aura peut-être pas la majorité pendant l'ensemble du mandat de M. Biden. Oui, et rappelons que contrairement au système parlementaire britannique, il n'y a pas de ligne de parti. C'est-à-dire que, et vous l'avez bien expliqué, Julie, entre autres, c'est qu'il faut en fait rallier les membres de son propre parti. C'est pas un vote automatique comme on voit ici, entre autres, quand il y a des projets de loi à voter, mais on peut compter. On n'a qu'à calculer, dans le fond, les allégeances, puis on a le résultat. Aux États-Unis, il y a vraiment un travail, même au sein des partis, pour rallier le plus de gens possible. Bon, là, on sort d'un épisode tumultueux au mois de janvier, le 6 janvier. Évidemment, tout ça nous semble déjà très loin, mais ça ne s'est pas évaporé. Il y a des gens encore qui pensent que l'élection a été volée. Le Trumpisme, on peut l'appeler comme ça, est encore présent. Comment on peut voir les mois qui s'en viennent par rapport à ce qui est arrivé, entre autres, dans le climat social aux États-Unis?
Oui, donc malgré un discours d'unité qui était très réjouissant hier, il faut pas oublier que les États-Unis sont encore extrêmement divisés, là. Oui, il faut le dire, là, il y a peu de gens qui cautionnent la violence des émeutes du 6 janvier. Là. Si on regarde les sondages, c'est très peu de gens, c'est environ 11% de la population. Ouais. Mais pour ce qui est de la confiance envers les institutions démocratiques, ça, par exemple, c'est plus compliqué. Là, on voit en ce moment, il y a 36% des républicains qui ont confiance envers le processus électoral. C'est vraiment pas beaucoup. Et donc, ça sera un autre défi pour l'administration Biden, mais aussi pour tous les élus à Washington. Et les événements du 6 janvier, en fait, ont démontré l'ampleur du phénomène de désinformation, l'étanchéité aussi de ce qu'on appelle les chambres d'écho, parce qu'on le dit, les Américains ont accès à un certain nombre de médias et ont tendance à se tourner vers le même groupe de médias. Il y a de plus en plus de divisions entre les médias de gauche, les médias de droite, et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ce qu'on appelle une bulle médiatique. Et donc, on l'a vu là en écoutant un peu les propos des protestataires le 6 janvier. Il y a des gens qui sont fondamentalement convaincus de ça fait voler l'élection, et c'est la seule chose qu'ils ont entendue depuis 2 mois. Donc, il faut se mettre à leur place. Là, je cautionne pas leurs actions, mais c'est des gens qui sont convaincus en ce moment que le résultat de l'élection n'est pas légitime. Et ça, c'est un problème qui est un problème à plus long terme, parce que oui, on peut parler de la polarisation partisane à Washington, c'est une chose. Et là, il y a plusieurs élus d'ailleurs qui ont commencé à faire un examen de conscience à ce niveau-là. Mais pour ce qui est de la polarisation médiatique, à court terme, il n'y a pas vraiment de solution, parce que même si on a essayé de bannir certaines personnes, on a banni Donald Trump de Twitter, donc on essaie d'éradiquer certains messages, on voit que c'est pas la solution, parce que ça fait ça peut être même problématique aussi, parce que ça ramène d'autres questions éthiques, entre guillemets, parce qu'on laisse des entreprises privées arbitrer le discours public, en fait. Je dis pas qu'il fallait pas censurer, mais il faut quand même se poser la question, est-ce qu'on veut ça, que les GAFA, entre autres, décident qui a droit de parole sur les différentes plateformes? Mais il y a aussi un problème de représentation, parce que ce qu'on voit en ce moment, c'est que ça a simplement déplacé le problème. Les mouvements, si on regarde ce qui se dit sur les différentes plateformes, on voit que les partisans de Trump, le MAGA Nation, les gens qui sont adeptes de QAnon, ont simplement renié les politiciens qui ont décidé de changer de message et d'accepter le résultat de l'élection. Donc, ça ne fait que déplacer le problème. Cette grogne-là, ce mouvement-là, ne disparaît pas parce qu'il est moins visible au grand public. Et ça a amené aussi, mon dernier point, il y a beaucoup de divisions en ce moment au sein du Parti républicain. On sait pas trop où s'en va le parti, parce qu'il y a certains élus, comme je le disais, qui ont commencé à remettre en question leurs agissements, qui se sont dit, écoutez, faut peut-être prendre une autre attitude, là, le trumpisme, c'est aller trop loin, mais il y a certains donateurs aussi qui ont dit, là, ça va trop loin, on peut pas continuer là-dedans, mais il y a aussi certains élus, particulièrement à la Chambre des représentants, et la base du parti, là, qui continue d'adhérer à ce mouvement-là, donc ça va être une grande période de réflexion là, pour le Parti républicain dans les prochains mois. Andréane Bissonnette, la procédure d'impeachment, elle est toujours en cours, si je ne m'abuse, à moins que je me trompe, mais j'ai vu passer ça, entre autres, pour pas qu'ils reviennent une deuxième fois? Oui, effectivement. Donc, en fait, au niveau de la Chambre des représentants, on a adopté l'article de destitution il y a une semaine, mais pour le moment, la speaker de la Chambre, Nancy Pelosi, n'a pas envoyé cet article-là au Sénat. Donc, à partir du moment où il y aura envoi de l'article de destitution au Sénat, le Sénat devra réaliser son devoir constitutionnel et agir comme tribunal pour le procès de destitution. Donc, un agenda... Mais excusez-moi, Andréane, même si le mandat de Trump est terminé, la procédure d'impeachment est encore valide. C'est là où c'est vraiment une question constitutionnelle, et lorsqu'on demande à des juristes spécialistes de la Constitution des États-Unis, tous ne s'entendent pas pour dire si, oui ou non, on peut destituer quelqu'un qui n'occupe plus un poste de pouvoir. C'est une question centrale parce qu'effectivement, comme vous le soulignez,
il y a, oui, la destitution en soi, mais si Trump est reconnu coupable par le Sénat peut ensuite ajouter à ce verdict une clause qui viendrait interdire à Trump de se représenter à un poste électif. Donc, vraiment une procédure qui sera à suivre parce que ça pourrait avoir des impacts au-delà de 2020, mais bien jusqu'à 2024 et les prochaines élections présidentielles. Et à travers tout ça, donc le Sénat devra aussi s'assurer de la confirmation du cabinet de M. Biden. Au moment où on enregistre, il y avait une confirmation qui a été faite par le Sénat, les enjeux politiques et le processus de destitution. Donc, ce sera un hiver bien chargé pour le Sénat. Et on termine avec ça, on parle, il y a une rumeur, en fait, qui parle de la création d'un nouveau parti. C'est Trump, en fait, qui en a parlé, je crois. Est-ce que vous y croyez à ça? Il y a déjà eu le Tea Party qui a fait long feu, mais est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui pourrait, en fait, maintenir Trump dans l'actualité politique pour un éventuel retour si jamais la procédure d'impeachment ne fonctionne pas? Le Tea Party c'était un mouvement à l'intérieur du parti républicain. Ah oui, c'est vrai, ben oui. Alors que du côté de Trump, ces rumeurs-là, donc ce serait vraiment un troisième parti. Là où ce serait difficile pour le président sortant, c'est qu'il y a eu des candidatures par le passé qui n'étaient pas affiliées à l'un des deux grands partis lors des élections présidentielles. C'est quelque chose qui se peut, mais en raison du collège électoral et de la nécessité d'obtenir 270 votes au collège électoral, c'est très difficile pour un tiers parti de vraiment s'élever à un point de viabilité. Parce que il faut préciser que oui, M. Trump a des appuis au sein de la population américaine, des appuis qui pourraient donc se maintenir jusqu'en 2024, mais il y a aussi des gens qui ont voté pour lui parce qu'il était sur le ticket républicain et que ces électeurs-là, en fait, votent républicain, non pas pour le candidat, mais pour le parti, et qui ne voteraient pas nécessairement pour Trump s'il n'est pas sous la bannière républicaine. Ouais. Ben, Julie-Pierre Nadeau, Andréane Bissonnette, merci de nous avoir éclairé, moi en particulier, parce que j'avoue que bien évidemment, on ne peut pas tout lire, je ne peux pas tout suivre, et parfois, la politique américaine, c'est ce que je néglige un peu, mais c'est parce que je garde toujours en tête aussi que je sais qu'éventuellement, vous allez venir à la balado pour bien nous expliquer tout ce qui se passe. Alors, merci vraiment de nous partager vos lumières comme ça. C'est un plaisir. Au revoir. Avec plaisir. Bon, évidemment, un épisode sur les États-Unis, j'avais envie qu'on sorte de l'analyse politique. En fait, qu'on ne fasse pas que ça. On en le fait avec Julie-Pierre puis Andréane. Mais là, j'ai dit, Mathieu Bellil, j'aimerais avoir ses lumières, ses réflexions sur ce qui vient de se passer aux États-Unis. Surtout que vous avez écrit un essai là-dessus. Puis là, ben, j'ai hâte de voir ce que vous nous réservez, Mathieu Bellil. Ah oui, Fred, écoutez, on va essayer quelque chose. Okay. Je ne sais pas jusqu'où vos éditeurs, auditrices sont prêts à aller. Ils sont capables d'aller loin, Mathieu. Ils sont capables d'aller loin. Hein? Vous savez que c'est les vôtres, hein? C'est les vôtres maintenant aussi, là. Oui, ben quand même, Fred. J'ai un petit peu de politesse, là. Vous êtes le patron, là. Ça s'appelle quand même pas la balado de Mathieu Bellil. Mais ça sera plus tard, là. Non, ça c'est correct. Non, mais blague à part, Fred, on va essayer de faire quelque chose que Trump lui-même nous a un peu épargné parce qu'il a tellement fait péter les affaires le 6 janvier dernier que c'est quasiment comme s'il nous avait tous dispensé de comprendre ce qui nous était arrivé. C'est comme si on se dit, ben là, c'est bon, on tourne la page. Mais c'est vrai qu'on a comme fait, OK, c'est comme une parenthèse, puis là, Biden est là, puis allons-y. Ouais, exactement. Mais c'est quand même, Fred, décidément, là, le Trump Freak Show nous a retenus en haleine jusqu'au bout, hein. On avait appelé, je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais Trump, on l'avait souvent appelé le président chaos, hein, le président chaos, hein, qui a choisi la voie qu'il connaissait le mieux pour finir son mandat, la voie de la faillite. Hein. Il y a une longue expérience là-dedans. Il a déjà fait 6 faillites avec ses hôtels et ses casinos. Et c'est comme si Trump s'était dit, tiens, je vais faire faillite politiquement. Alors, le 6 janvier, c'est ce qu'il a fait. Il a dit, tant qu'à perdre, on va perdre solide. On va perdre comme jamais personne n'a perdu. Ça va exploser en plein vol. On va pas attendre que le huissier vienne faire la saisie. On va pas laisser les avocats se démêler avec le syndic. On va liquider les actifs nous-mêmes. Fred, le 6 janvier, là, c'était comme une sorte de Boxing Day d'apocalypse. Les manifestants qui sont entrés au Capitole faisaient penser à des consommateurs enragés qui espéraient de toute leur vie, avaient espéré entrer dans le magasin, là,
Puis là, il s'était déguisé, il était affamé, il avait les pieds gelés, le cerveau gelé, les idées n'étaient pas claires. Et puis, il savait pas trop pourquoi il était là. Hein. Il voulait juste crier, être là, faire une sorte de bras d'honneur au système, en hommage, bien sûr, à celui qui avait lui-même passé 4 ans à emmerder tout le monde. Hein. Le Capitole était une sorte de grand Best Buy de luxe. Les manifestants couraient dans les allées, criaient comme des dératés, jouaient du coude, se battaient pour ramasser le maximum de cossins, de gogos. Ils se prenaient en photo, ils se filmaient sur les réseaux sociaux comme pour dire I was there. Tu sais, c'était un peu Et puis Fred, il y a un moment, je sais pas si vous avez vu un peu certains extraits vidéo. Oui. À un moment donné, il y a des manifestants qui rentrent par une porte, puis là, il y a des policiers qui sont un peu comme au garde-à-vous le long du... Puis il y en a un policier afro-américain qui dit aux manifestants « Je suis pas d'accord avec vous, mais je respecte votre droit d'être là. » Ça, c'est déjà un peu surprenant, parce que je savais pas qu'on avait le droit d'être là. Ouais. Mais je vous avoue, Fred, que si moi, j'avais été agent de sécurité dans un Best Buy, si ça m'arrive un jour là, d'être agent de sécurité dans un Best Buy de Boxing Day, je vais dire exactement la même chose. Je suis pas d'accord. Je respecte le droit d'être là. Mais là, Mathieu, si vous retrouvez agent de sécurité, ça veut dire que le collège Jean de Brébeuf il va avoir une révolution, en fait, et le collège Jean de Brébeuf va être rasé. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, on est tellement au bord de la guerre civile, Fred, il faut se préparer à tout. Moi, j'ai déjà préparé mon CV. Là, j'en ai 2-3 versions. Il y a ça, il y a éboueur, gardien d'enfants. En tout cas, on verra. Le 6 janvier, Fred, ça a été la grande liquidation. Hein. C'était, même si Trump donnait l'impression du contraire, en fait, il savait qu'il s'en allait. Ouais. Okay? Il savait qu'il allait quitter la Maison-Blanche et tout devait partir. Hein. Tout était à vendre, à donner, à jeter, le mobilier, les tapisseries, les bustes, les luminaires, les tapis. Aucune offre raisonnable ne serait refusée. L'idée pour Trump, c'était de devenir politiquement insolvable. C'est-à-dire, pas juste perdre et quitter la maison, vider la maison, mais c'est comme tout vendre, saccager. C'était comme le mauvais locataire qui n'a pas payé son loyer depuis 6 mois et qui se dit avant de partir, tiens, on va briser la toilette, boucher le tuyau, laisser la vermine et partir avec les clés. Hein, et en fait, l'image qui me venait quand j'ai vu ce qui se passait, je me suis dit, c'est comme si Trump était un peu comme une vieille Trump Tower finie, là, un vieux bloc de condos des années 70, mal entretenu, et que la seule chose à faire, c'était de la réduire en poussière par la démolition contrôlée. À chaque étage, chaque recoin, on met des charges de dynamite, on fait sauter tout, et la démolition a eu des airs de disparition. On en parlait tantôt, on a quasiment l'impression que Trump avait disparu littéralement en 15 petites minutes, Fred. C'est quand même assez saisissant. Tous les médias sociaux l'ont lâché. En 15 minutes, Twitter, non seulement l'a barré, mais a effacé tous les tweets que Trump avait fait depuis, je pense, 2009. C'est comme la mémoire historique qui s'évanouissait d'un coup. Wall Street a coupé les vivres à ses partisans. Mitch McConnell, Mike Pence, là, qui avait avalé à peu près toutes les couleuvres imaginaires, défendu l'indéfendable, se sont refait presque une virginité politique en ayant l'air modéré. Hein, ils l'ont condamné. Et la cérémonie d'inauguration de Biden nous a confortés dans cette impression-là. Trump n'y était pas et l'effet de table rase était spectaculaire. Il était nulle part. Et on dirait presque que le grand drapeau là, qui recouvrait le National Mall, c'était comme le voile pudique qu'on avait décidé de jeter sur ces années de misère et de chaos. Bref, Trump s'est retrouvé dans la position qu'il connaît le mieux, celle dans laquelle il est la plus confortable. Puis d'ailleurs, c'est la position qui lui a donné probablement le meilleur succès en affaires comme en politique, c'est celui de paria, d'incompris, une sorte d'éternel négligé. On dirait qu'il se sent bien. Hein? Mais il faut quand même, Fred, faut pas trop faire monter les espoirs parce que ce qui est beau avec la faillite, et surtout aux États-Unis, c'est que c'est une excellente occasion de repartir en affaires. Hein? On efface le bilan, on met tout le monde dehors, on radie la dette et on repart la compagnie sous un autre nom. Puis Mathieu, j'ouvre une parenthèse, mais dans l'imagerie, je dirais populaire, mais il y a des histoires de gens qui ont fait faillite puis qui sont relevés, puis que ça fait partie aussi un peu d'une certaine mythologie du self-made man, si je me trompe. Absolument, Fred, et puis c'est d'autant plus applicable
à un cas comme Donald Trump, qui est lui-même l'homme qui s'est présenté comme le maître du deal, et puis celui qui disait, bon, c'est l'homme d'affaires par excellence. C'est une formule que Trump connaît bien, hein, faire faillite et puis rentabiliser une faillite, même, je dirais jusque-là. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on sait que dans les années 90, il a fait une faillite assez retentissante. Tout à fait. Et que grâce à cette faillite, il n'a pas payé d'impôts ou presque depuis, parce que tout ce qu'il fait, c'est qu'à des années où il fait un peu trop d'argent, ben, il reprend des pertes qu'il a déjà faites, puis il passe pour éviter de payer de l'impôt. Et puis, on peut se demander si c'est pas un petit peu ce qu'il est en train de faire en lançant l'idée comme ça de fonder un nouveau parti, le Parti patriote. Je serais pas si étonné même qu'il lance sa propre chaîne d'information ou qu'il en rachète une. Peut-être même qu'il pourrait se lancer dans les médias sociaux. On ne sait pas trop où ça s'en va. Tout est possible. Tout est possible. Soyons clairs, Fred. Si des élections présidentielles avaient lieu, mettons maintenant, là, Trump subirait une défaite cuisante. Parce que ce qui s'est passé le 6 janvier dernier, là, malgré que, bien sûr, on a vu dans les sondages qu'il y avait des Américains qui étaient d'accord avec ce que les manifestants avaient fait, ce qui s'est passé, c'est quand même vraiment inexcusable. C'est un chaos et les États-Unis n'aiment pas le chaos parce qu'il faut bien se rappeler que la seule vraie loi qui règne aux États-Unis, c'est d'abord celle de l'argent. Okay? Et l'argent n'aime pas l'incertitude, n'aime pas le désordre. Il n'y a aucun intérêt actuellement pour que le système actuel soit remplacé par un autre système. D'ailleurs, Fred, j'ai quand même pris le temps d'aller vérifier. Là, le 6 janvier 2021, là, pendant qu'au Capitole, c'était le bordel qu'on sait, à Wall Street, il n'y a pas eu la moindre petit mouvement d'aiguille pour traduire une inquiétude. Personne ne s'intéressait à ça. Puis, à même vous dire, non seulement l'indice Dow Jones n'a pas baissé, il en a profité pour battre un record. Okay? Et ça, là, ça ne ment pas. Quand le marché prend même pas la peine de regarder ce qui se passe au Capitole, alors, on n'a pas eu affaire à une vraie tentative de coup d'État, comme certains ont voulu le dire. Je veux pas minimiser ce qui s'est passé, Fred. Je veux que ce soit clair pour nos auditeurs, auditrices. C'est pas, je sais pas dire que c'est pas grave. C'est grave ce qui s'est passé, mais on n'était pas, disons, à 2-3 gestes ou décisions de voir les États-Unis être renversés. Là. Les manifestants, c'était des perturbateurs. Il y avait probablement même là-dedans des sortes de terroristes plus ou moins soft. Mais la manif, j'aimerais suggérer que c'était moins une démonstration de force qu'un aveu de faiblesse. C'est-à-dire qu'au fond, tout ce que ces grands adolescents attardés, là, des gamers qui ont probablement un peu de misère à gérer leur propre panier de linge sale, ce que ces gars-là pouvaient espérer, là, c'était de perturber un peu, d'emmerder le système. Il n'y avait pas d'alternative sérieuse. Puis en ce sens-là, ce que ces gars-là ont fait, ça se compare tout à fait à ce que font des vrais terroristes, dans un registre beaucoup plus grave, c'est au fond dire tout ce qu'on peut faire, c'est enrayer la cadence de la machine, mais on n'a pas de projet. Il n'y a pas de projet chez ces gens-là. Alors, évidemment, c'était sérieux, les événements du Capitole, je pense que je l'ai assez dit, et c'était clair que c'est pas pour rien que Washington a eu l'air a été bouclé, que les ponts ont été fermés. Il n'y avait personne, d'ailleurs, pour acclamer Biden, hein, sauf des vieux monsieur, des vieilles madames qui bâillaient là, avec leur tuque, leur mitaine. Bon, il n'était pas question que les États-Unis perdent la face. Là. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu cet déploiement de force. Mais Fred, je trouve ça regrettable, pas juste pour la démocratie qui a été bafouée, pour les extrémistes qui ont eu de la publicité, mais le 6 janvier, je trouve ça regrettable parce que je pense que ça nous a dispensé de comprendre Trump. Trump, là, maintenant, c'est un nom qui est à mon avis, c'est un nom qui est fini. Qui est fini. Je pense qu'il n'y a pas de Trump qui vont revenir à la tête des États-Unis. Je pense que tous ceux qui vont entendre le moindrement la rumeur du début du commencement de la suggestion de la possibilité qu'un Trump revienne dans le décor, dans des partis comme le Parti républicain, par exemple, vont paniquer. Okay? Ça n'arrivera pas. Mais je pense qu'il faut qu'on essaie de comprendre ce qui s'est passé pour que 74 millions d'électeurs appuient ce chef-là. Parce que, Mathieu, c'est un excellent point que vous soulevez, parce que dans un système britannique comme le nôtre, un gouvernement pourrait être majoritaire à
avec un appui, là, ben on le voit, c'est souvent ça. La CAQ, je pense, c'est 30 quelques %, 33 %. Là, on parle quand même de 74 millions d'électeurs. C'est pas 25-30 % de l'électorat. Là. Comparaison, Fred, que je faisais hier avec Antoine Robitaille, il parlait, il me rappelait que en 2002, je pense, Le Pen, hein, Jean-Marie Le Pen, qui est pas un Trump, mais qui est une sorte de crotté. Enfin, il y a un côté Trumpiste. Hein. Oui. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'était deux batailles de vieux monsieur. Hein. C'était Le Pen contre Chirac. Oui. Le Pen contre Chirac, Le Pen avait fait 17 %. Okay? Oui. Puis Trump contre Biden, c'est 47 %. Voilà. C'est pour ça que là, à un moment donné, il faut qu'on essaie de comprendre. Puis je vous le dis, j'ai pas de sympathie pour la droite, pour Trump et ses supporters, certainement pas. Mais je pense qu'il faut qu'on essaie de comprendre que oui, bien sûr, dans ces 74 millions, il n'y a pas de doute, il y a des crétins, des violents, des racistes, des imbéciles, il y a des complotistes. Il y a probablement aussi là-dedans des gens qui votent républicains de père en fille et de mère en fils. Là, c'est comme inscrit dans l'ADN de la famille, de l'Église. On ne se pose pas de questions, on vote en bloc pour les républicains. Hein. On connaît ça au Québec, les comtés libéraux, là, ou peu importe qui vous êtes, là, vous mettez une pancarte de chevreuil avec un logo libéral dans Westmount ou Hampstead, puis le chevreuil va passer. Tout à fait. C'est un no-brainer, comme disent. Il va passer avec panache. Oh là 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 là! On poursuit. Oh, c'est fort, Fred. Vous êtes vraiment en forme. On sent que le départ de Trump vous a comme libéré. Là. Je vous dis. Poursuivez. OK. Bon, alors. Est-ce que ça se peut, Fred? Je vais poser une question un peu hérétique. Là. Est-ce que ça se peut que dans les 47 %, là, il y a eu des gens qui aient des raisons presque raisonnables de voter pour Trump? Bon, je le sens, là, j'entends le malaise. Là, j'imagine que vous l'avez comme moi. On n'essaie pas de devenir Trumpiste. Là. Non. Mais on va faire ce que j'appelle un exercice d'altérité. Okay? Ah. Les psychologues appellent ça aussi un exercice de désensibilisation. Oui. On s'approche doucement de la source de notre anxiété. Puis quand on est rendu trop proche, ben là, on recule un petit peu. Oui. Puis après ça, on essaie de s'approcher encore. Il y a un psychologue un jour qui m'avait décrit ça comme l'image du petit prince qui essaie d'apprivoiser le renard. J'avais trouvé ça magnifique. Oui. J'avais fait mon chèque, évidemment, il va s'en dire avec choix. Bon, qu'est-ce qui a marqué la présidence de Trump? Et là, je parle pas du spectacle, là. Je parle pas du bruit, je parle de la gestion des affaires, au plan politique. OK. Commençons par dire ceci. Pendant 4 ans, Trump nous a donné droit à quelques classiques. Premièrement, il a baissé les impôts des plus riches. Oui. Ça, c'est banal, au sens où tous les présidents républicains, Reagan, Bush père, Bush fils, ont fait la même chose. Oui. Il a nommé des juges conservateurs. On a tous déchiré notre chemise, mais quand même, il faut reconnaître que tous les présidents font ça, nommer des juges de leur camp ou de leur allégeance. La seule chance, dans le fond, presque inouïe de Trump, c'est d'avoir pu en remplacer 3 en 4 ans. C'est quand même... je veux dire, les juges n'ont pas survécu. Hein? C'est comme les juges de gauche, là, malheureusement, n'ont pas survécu. Bon, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Cela dit, les juges de droite vont mourir un jour aussi. Ben voilà, c'est ça. Puis bizarrement, on l'a remarqué, puis c'est sûr que votre duo, Raoul Durandez, qui est mieux placé que moi, là. Moi, c'est plutôt la chère Raoul Duguay, mais je pense qu'il pourrait vous le dire, Andréane et Jules-Pierre pourrait vous dire que même des juges conservateurs, des fois, prennent des décisions étonnamment progressistes. Oui. C'est-à-dire que ça dépend des situations. Enfin bref. Trump a essayé de défaire ce que son prédécesseur avait fait. Oui. Ça, c'est un autre classique. Hein? Alors, il a essayé de défaire l'Obamacare. Regardez ce qu'a fait Biden très rapidement. Il a mis fin au pipeline. Hein? Oui. C'est ce genre de décision. Alors, il a fait quoi d'autre? Il a maintenu des camps de migrants aux frontières. Oui. On en parlait peut-être pas tant que ça, là, mais ça existait sous Obama. Okay? Il a fermé Guantanamo, comme Obama l'avait pas fermé non plus. Oui, il y a un mur. Hein? Il a beaucoup parlé de son mur. Mais franchement, c'est une pseudo-nouveauté, dans le sens où, déjà, les mesures de contrôle de frontières avec le Mexique étaient extrêmement sévères. Je veux dire,
Je sais pas si vous avez vu, Fred, tu sais, les films Sicario, là, qui parlent toujours de cette espèce de frontière, puis on voit toujours des hélicoptères qui courent après des pauvres migrants. C'est pas nouveau, là. Non. Je veux dire, c'est un terme qui est là même depuis les années 80, là, quand on a commencé à lancer la lutte contre la drogue, une lutte politique contre la drogue. Bon, alors, vous me direz, qu'est-ce que Trump a fait d'autre d'original? Pas grand-chose, hein. Il y a eu une sympathie pour des régimes de dictateurs, mais bon, je suis pas en train de dire que c'est bien, mais vous remarquerez qu'il n'y a pas nouveauté. C'est pas une nouveauté non plus, là. C'est ça. Toutes les administrations américaines ont traité avec les pires régimes quand les circonstances le demandaient. Ils ont même favorisé souvent. Ah oui. Puis là, il ne faut pas oublier ceci. Trump a même fait l'autre classique. Il a essayé de trouver une solution au conflit israélo-palestinien, qui a probablement aucune chance de succès. Il a mis là son gendre. C'est Jared? Oui. Jared. Hein? Oui. Moi, c'est bizarre. Ça fait toujours penser aux publicités de Subway. Ça se peut-tu qu'il s'appelait Jared? Oui, je pense que oui. C'est vrai qu'il avait perdu comme 400 qui mangeait juste du Subway. C'est vrai, c'est lui. Oui, c'était Jared. En tout cas, Jared. Alors, il voulait le régime amincissant pour le Moyen-Orient. Bon, c'est ça, exactement. Et d'ailleurs, il est pas gros, hein, Jared. Il a perdu. Il ne restait plus que la peau et les os à la fin. Bref, jusqu'ici, là, et je parle vraiment des politiques, je parle pas du show et puis du bruit, pas grand-chose d'original. Il y a une chose qu'on prend bien soin de ne pas vraiment mentionner, puis c'est un peu normal parce que c'est un non-événement, OK? À propos de Trump, ça ne peut pas faire la nouvelle parce qu'il n'y a rien à montrer, c'est que il a été le premier président américain en 40 ans à ne pas avoir déclaré formellement la guerre à un pays, OK? Wow! Et d'ailleurs, mon Dieu, j'ignorais ça, Mathieu. Ouais. D'ailleurs, Fred, écoutez, j'ai fait mes recherches, hein, comme Lucie, les complotistes, Lucie Laurier et les autres, j'ai découvert que les deux seuls présidents sous lesquels il n'y a pas eu de guerre formelle, OK? C'est-à-dire, parce qu'on entend là-dedans, là, par exemple, je sais pas, moi, pendant la crise arabe, quand les États-Unis bombardent la Libye, là, qu'est-ce que tu veux? C'est une guerre. Alors, le seul autre, depuis Eisenhower, qui avait mis fin à la guerre de Corée dans les années 50, le seul autre sous le mandat duquel il n'y a pas eu de guerre, c'est Jimmy Carter. Il a été très détesté aussi, mais pour d'autres raisons. Oui, pour d'autres raisons. Lui, il a plutôt donné l'image d'une certaine faiblesse, je pense, dans l'histoire avec l'Iran. Mais et d'ailleurs, je veux juste finir là-dedans, Fred, que Trump, non seulement n'a pas fait exactement ce que les autres présidents, y compris les Clinton de ce monde, ont fait, mais même il est un peu en rupture avec son camp, parce que Reagan, Bush père, Bush fils, pensez-y, là. Ouais. Ces gens-là, c'était ils salivaient, là, dès qu'il était question d'intervenir, des interventions militaires coûteuses, les fameux faucons, là, ceux qui, partisans de la ligne dure, là, les grands amis du complexe militaro-industriel, ces gens-là, là, c'était où est-ce qu'on peut envoyer nos missiles, nos armes, nos tanks, nos avions. Trump, lui, ça ne l'intéressait pas. OK? Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que je veux juste vous montrer qu'en partie, c'est pour ça qu'en 2016, des pays comme les pays arabes, le Moyen-Orient, et aussi la fameuse Russie de Poutine, voulaient Trump. Ils voulaient pas Trump, ils voulaient peut-être Trump pour pouvoir mieux le manipuler, mais ils voulaient surtout Trump et pas Clinton, parce qu'ils savaient qu'avec Trump, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de bombardement, parce qu'en fait, ils avaient peur de Clinton. Vous connaissez le surnom de Hillary Clinton? Non. Hillary the Hawk. Ah ouais. C'est-à-dire Hillary le faucon. Là, je ne voudrais pas le traduire au féminin parce que ça sonne mal, mais en tout cas, la fauconne. La fauconne, ouais, non, j'avoue. En tout cas, Hillary the Hawk, c'est une femme politique brillante, qui a un bilan extraordinaire, mais c'est quand même quelqu'un qui, sur le plan de la politique étrangère, était plus agressive qu'à peu près n'importe quel démocrate. Et d'ailleurs, qui s'entendait très, très bien avec les gens de la défense. Hein. Les généraux, quand on lit les rapports des généraux sur cette politicienne, ils l'appelaient la tough lady. Puis évidemment, pour c'était une qualité. Là. Hillary avait la réputation d'aimer la méthode forte et elle avait même tenté, ça j'ai découvert ça, alors qu'elle était jeune professeure de droit à l'université de l'Arkansas, elle avait même été tentée de faire carrière chez les Marines. Ah ouais, mon Dieu, j'ignorais ça. Ah non, mais écoutez, moi, c'est rare que j'entends parler de quelqu'un qui veut quitter un poste de prof d'université pour aller chez les D'accord, on n'est pas dans le même monde, OK?
paraît que Bill, parce qu'Annette se mariée, Bill, il tripait pas non plus trop en tout cas. Vous vous rappelez, Fred, de la fameuse phrase de George W. Bush en 2001 à propos de la lutte contre le terrorisme? You are with us or against us in the fight against terrorism. Vous êtes soit pour ou contre nous dans notre combat contre le terrorisme. Ouais. Ça, c'était en novembre 2001, au moment où les États-Unis entraient en guerre contre l'Afghanistan. Le fameux pour ou contre, le pour ou contre nous, là, dans l'histoire, c'est une phrase qui a été... c'est une phrase très polarisante, dans le fond. C'est comme manichéen. On dit, si t'es pas avec nous, ben t'es contre. Ouais. Ben ça, il y a des gens aussi sympathiques et modérés que Lénine, Mussolini, Jésus aussi, apparemment, qui ont déjà employé ça. Mais est-ce qu'on oublie souvent, Fred, c'est que la fameuse phrase de Bush a d'abord été prononcée par nul autre que Hillary Clinton. Ah oui. Le 13 septembre 2001, 2 jours après les fameux attentats, elle emploie cette formule. Elle dit, et je cite, « Every nation has to either be with us or against us. Those who harbor terrorists or finance them, are going to pay a price. » Autrement dit, chaque nation doit être soit pour ou contre nous. Ouais. Puis évidemment, ceux qui protègent et financent des terroristes vont en payer le prix. Il faut se rappeler ça pour comprendre aussi, au fond, Trump non seulement n'a pas déclaré la guerre durant son mandat, mais même il a pris la décision de retirer des troupes de plusieurs régions du monde, les ramener à la maison, son fameux « Bring the boys back ». Et c'était une décision qui était relativement populaire auprès de la base, mais pas des élites. Et je le souligne parce qu'il a retiré des troupes d'Irak, d'Afghanistan, de Somalie. Il a même essayé, c'est passé sous le radar, mais il a essayé de retirer des troupes d'Allemagne. Ah, ouais. Je savais pas ça, Fred, mais il y a encore 36 000 soldats américains en Allemagne présentement. Et Trump a fait la proposition, je trouve, pas si déraisonnable d'en enlever 12 000, de dire, et d'ailleurs, les Allemands trouvaient ça assez une belle idée. Et c'est la Chambre des représentants qui a renversé cette décision-là en décembre passé. Non, il n'était pas question de retirer les soldats américains de l'Allemagne. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'en un sens, c'est comme si ce genre d'attitude-là explique un peu la vision de Trump. Alors, dire le mot vision et le mot Trump dans la même phrase, c'est pas facile. J'espère que les auditeurs comprennent que je suis vraiment dans un exercice d'altérité. Oui. Que je suis en train de boire le Kool-Aid de nos amis républicains, mais j'essaie juste de comprendre. Quand Trump dit « America first », quand il disait ça, « America first », ce qu'il voulait dire au fond, c'est que lui, il concevait les États-Unis d'abord comme un pays et pas comme un empire qui essayait de contrôler ou d'intervenir dans le monde. Et que dans ce sens-là, lui, il ne voyait pas l'intérêt d'envoyer des soldats américains risquer leur vie en Afghanistan ou dans un désert en Somalie. Pour lui, au fond, le monde ne l'intéressait pas. Ce qui n'est pas en soi une belle qualité. Non, mais du point de vue américain, c'est pour ça qu'il insistait autant pour couper le financement dans les organismes internationaux. Pourquoi il s'est plaint constamment de l'OTAN, parce qu'il disait qu'il mettait beaucoup d'argent puis que ses alliés français, allemands, etc., en mettaient pas assez. C'est pour ça qu'il s'est plaint de l'ONU, c'est pour ça qu'il s'est plaint de l'Organisation mondiale de la santé, c'est ça. C'était niaiseux probablement et même irresponsable parce que les États-Unis sont un empire au fond, qui a une influence mondiale. Mais du point de vue de l'Américain moyen, c'était comme si on se disait, pourquoi nous, Américains, on devrait dépenser des milliards pour des problèmes extérieurs, qu'on est souvent les seuls, ou qu'on finance souvent en large partie, alors qu'on a des problèmes ici. C'était ça le discours. Et c'est ça qui a... Au fond, c'était le retour à une vieille tradition isolationniste. Les États-Unis, pendant presque tout le 19e siècle, ont été dans leurs affaires et ne se sont pas vraiment mêlés du monde. Tout à fait. Et ils n'ont pas eu particulièrement envie d'intervenir dans la Première ni dans la Deuxième Guerre mondiale. Même contre Hitler, ça ne les avait pas vraiment émus tant que ça. A fallu qu'il y ait Pearl Harbor pour qu'en 1941, là, tout à coup, le président Roosevelt trouve l'argument pour convaincre les Américains. En fait, oui, puis il y a même des gens qui disent que, un peu comme lors des attentats du 11 septembre, c'est que les services secrets avaient eu vent de ces attaques-là et on les aurait peut-être laissés se dérouler
pour être capable, après ça, de se retourner vers la population, de dire, regardez ce qui est arrivé, on n'a pas le choix. Là. Bon, je ne sais pas jusqu'à quel point tout ça, on peut prêter de la véracité à ça, mais quand même, ça a pris ça pour que les Américains s'impliquent. En fait, souvent, ce qui arrive, c'est que je pense que les services de secrets américains savent beaucoup de choses, entendent beaucoup de choses, mais ne prennent pas toujours au sérieux les menaces parce qu'ils doivent en avoir tout le temps. Tout à fait. Et j'ai probablement l'impression que c'est ce qui est arrivé à Pearl Harbor, c'est qu'ils devaient entendre des choses, mais se dire, voyons donc, les Japonais font jamais ça. Ça va leur nuire. Oui. Parce qu'au fond, c'est ce qui est arrivé. Oui. Si les Japonais avaient juste continué leur travail de conquête en Asie, il n'y aurait pas eu, entre guillemets, ce problème-là. Tout à fait. En tout cas, bref. Au fond, ce que je veux souligner à travers tout ça, c'est que Trump arrive un peu à un moment. Il faut comprendre que Trump, c'est un peu un produit, d'ailleurs un produit presque mis en marché par un certain Steve Bannon, qui était son conseiller lors de la campagne de 2016, et qui se cherchait un champion. Okay? Parce que lui avait compris qu'il y avait non seulement, bon, vous connaissez le mouvement Occupy Wall Street, qui est né la foulée de 2008, qui est plutôt un mouvement de gauche, mais du côté des milieux un peu plus conservateurs, ou plus, il y avait aussi énormément de colère contre un gouvernement qui rachetait les banques, qui protégeait au fond les élites, et d'ailleurs des banques et des compagnies d'assurance qui rapidement se donnaient des bonus, des bonus dans un moment où les gens perdaient leur travail, leur maison. Il y avait une colère. Et Bannon, qui est un type dangereux et inquiétant, mais qui n'est pas absolument complètement stupide. Ben non, il faut regarder en passant le documentaire de PBS. C'est un documentaire c'est un bon ami à moi, Francis Boucher, qui m'a fait découvrir un documentaire où PBS, pendant 2-3 heures, là, parle à Steve Bannon et lui demande d'expliquer comment il a vu ça. Et ça vaut la peine d'être vu. PBS, c'est quand même sérieux. Et c'est le réseau public américain. Et ça nous aide à comprendre qu'au fond, Bannon a joué sur le sentiment de dépossession. C'est-à-dire, la dépossession, c'était d'abord la dépossession matérielle, le sentiment d'avoir perdu beaucoup d'emplois, d'avoir perdu un monde qui est en train de s'effondrer parce que la mondialisation appelait la délocalisation de plein d'entreprises, des fermetures de mines. Il y a des secteurs là, en Pennsylvanie, au Wisconsin, en Ohio, qui sont tout à coup devenus très sympathiques à Trump parce qu'ils entendaient là un discours que personne ne tenait. Bon. Voilà, tout à fait. Et ces gens-là se sentaient aussi dépossédés peut-être par cette espèce de discours qui est plutôt bobo, bon chic, bon genre, qui parle de privilèges blancs. Et Fred, ça existe probablement, le privilège blanc, mais il faut quand même réaliser qu'il y a des larges portions de la population blanche aux États-Unis et probablement aussi au Québec, au Canada, qui ne se sentent pas privilégiés. Non, tout à fait. C'est-à-dire quand des usines ferment, puis qu'on remplace un emploi payant par 2 emplois mal payés, que les assurances coûtent cher, qu'on perd sa maison, puis qu'on entend parler du privilège, puis qu'on a l'impression que c'est de notre faute si le monde va mal, tout à fait. Là, on peut avoir l'impression, et on peut devenir tout à coup très, très ouvert à des discours qui vont nous expliquer qu'en fait, c'est de la faute de l'immigration, que c'est de la faute du libre-échange, que c'est de la faute de pays comme la Chine, que c'est de la faute de ceci et cela. Et ce qui est frappant, c'est que les républicains, dans les années 80, s'étaient convertis au libre-échange. Et le Parti démocrate, depuis Clinton, était devenu le meilleur ami de Wall Street. Au fond, ces deux partis-là, à partir des années 90, s'entendaient presque comme larrons en foire pour dire que la mondialisation, c'était formidable. Puis Bannon a compris que la droite pouvait profiter du fait que la gauche se désintéressait du monde ordinaire, entre guillemets. C'est comme si la gauche avait lâché un peu le prolétariat traditionnel, là, ceux qu'on pourrait appeler les cols bleus, puis cherchait un peu les prolétaires de substitution. Essentiellement, c'est les minorités. Puis ce discours-là, on comprend bien sûr qu'il y a toute une empathie, un désir de justice là-dedans, mais c'est comme si cette gauche-là, c'est comme désintéressée de ceux, globalement, peu importe l'origine, qu'on appelait les pauvres. Okay? Et là, alors Bannon, lui, il a pensé à un moment donné, il dit qu'il explique qu'à un moment donné, il a pensé que Sarah Palin ferait ce travail-là. Il s'est rendu compte que ça allait... C'est
c'est quoi sa phrase? Drill, baby, drill. Drill, baby, drill, ouais. Drill, baby, drill. Alors, et puis là, arrive Trump. Et c'est très intéressant parce que Bannon dit, j'ai tout de suite vu que Trump, c'était pas l'idéal, c'était plein de défauts, mais c'est comme un type qui allait comme prendre le ballon, entre guillemets, et qui allait porter le ballon, devenir un peu le cheval de course, pour prendre notre image. Ouais. Et ce qui est frappant d'ailleurs, c'est que Trump a opéré au début de son mandat un virage protectionniste qu'on n'en avait pas vu depuis un demi-siècle. C'était depuis les années 70 que personne aux États-Unis avait fait ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait au début? Vous vous rappelez, hein, il a renégocié, il a brisé tous les accords. Oui. Puis il a dit, on renégocie tous les accords de libre-échange, y compris avec le Canada. Oui. Il s'est retiré du partenariat transpacifique. Et Mathieu, j'ouvre une parenthèse parce que je me rappelle très bien de ça. Et je me rappelle, dans la sphère médiatique, comment on trouvait que c'était tellement à rebours d'avoir une position comme ça. Sauf que lors des négociations de ces traités-là, particulièrement du traité de Transpacifique, il y avait énormément de critiques qui étaient émises par, entre autres, les députés d'opposition qui n'étaient pas capables d'avoir les documents. Alors, sans dire que Trump avait raison, ces accords-là, où des tribunaux indépendants qui devaient arbitrer des conflits entre transnationales au détriment des populations, il y avait plein de clauses comme ça qui étaient tout à fait valides à être critiquées. Soudainement, on a accepté, dans le fond, que c'est bon, ces traités-là, alors qu'à l'époque où c'était négocié, avant que Trump arrive, il y avait beaucoup, beaucoup de réserves. Alors, c'est fou comment ça va vite, puis comment l'attention médiatique se déplace rapidement. En moins de 5 ans, là, c'est fou. Non seulement elle se déplace, vous avez raison, Fred, mais on pourrait dire qu'il y a comme des consensus tout à coup presque qui surgissent comme ça. Oui, des consensus spontanés. Oui, mais remarquez que ces ententes-là, souvent, là, elles se passent dans les officines des gouvernements. Tout à fait. C'est les grandes élites qui gèrent ça. Puis à Mac Johnson, au Québec, entre autres, qui était l'émissaire, et on ne savait pas trop ce qui se négociait dans le détail, mais inquiétez-vous pas, c'est bon pour nous. C'est ça. Prenez l'exemple, c'est juste un exemple, mais ça a été frappant dernièrement, le fameux accord du Brexit. Là, c'était la ministre de l'économie, enfin j'oublie son titre exact, mais britannique, qui s'était rendu compte qu'elle avait oublié les pêcheurs. Et là, mais tu sais, ces accords-là sont tellement gigantesques que des fois dans les marges ou entre les lignes se perdent des gens comme ça qui sont au fond pas des gens qui comptent tant que ça sur le plan de l'exercice du pouvoir. Hein. On se dit des pêcheurs, ou des agriculteurs, ou bien les mineurs de la Pennsylvanie. Ouais. Mais quand vous commencez à rassembler tous ces gens-là, vous pouvez, les producteurs laitiers, les travailleurs de l'acier, les mineurs. Bon. Alors, qu'est-ce que Trump, là, il a gagné une énorme sympathie quand il s'est mis à bardasser ses alliés traditionnels, quand il a commencé à dire, au fond, que lui, là, il n'allait pas simplement laisser la mondialisation, entre guillemets, le rouleau compresseur de la mondialisation, faire disparaître des pans entiers de l'économie. Évidemment, ses réponses n'étaient peut-être pas les bonnes, mais clairement, Trump... En fait, je suis même pas sûr que c'est Trump. Je pense que ça s'est passé un peu au-dessus de lui, mais quelqu'un, quelque part, avait compris quelque chose. Ouais. Je terminerais juste, Fred, en vous disant, tu sais, vous vous rappelez le danger de la gauche, présentement, et c'est le danger des démocrates, mais c'est peut-être le danger en général de la gauche, c'est de ne pas tenir suffisamment compte ou prendre assez au sérieux cette espèce de colère qui est souvent pas très belle et même parfois carrément verse dans l'intolérance et le racisme. Ouais. Et cette colère qui fait que, par exemple, rappelez-vous quand Clinton avait qualifié les supporters de Trump de « basket of the deplorables ». Hein, c'était de has-been, de consanguins et d'imbéciles. Au fond, Trump, là, c'était quoi sa clé? C'était de dire, regardez, moi, je suis le déplorable en chef. Là. Moi, les médias aiment ça rire de moi, ils me vomissent, je suis le crotté par excellence, je m'appelle pas Joe, mais j'ai tout de l'Ordinary Joe, l'argent ne va pas changer, je mange des burgers, je regarde Fox, avec moi, je vous garantis, je vous ferai jamais sentir coupable. Voyez-vous, il y a comme un phénomène d'identification là, qui s'est produit. Et je pense que une grande partie du vote Trump, c'était pas un vote pour Trump, c'est clair, c'était un vote contre les démocrates, hein, contre peut-être un certain message, une certaine approche, un certain mépris. Hein, les démocrates sont devenus des partis très urbains. Et la gauche, d'ailleurs, au Québec aussi, on le voit, elle domine surtout dans les milieux urbains et éduqués. Et là, c'est comme si cette base traditionnelle de prolétaires et de col bleu se sentait, au fond, assez peu intéressante et écoutée.
je pense que la bonne nouvelle, c'est que Joe Biden, qui est lui-même issu d'un milieu modeste, qui je pense, d'un milieu assez ouvrier ou presque, qui connecte un peu avec cette base-là, c'est peut-être quelqu'un qui peut rétablir des ponts avec ces gens, non seulement avec les minorités, parce que c'est important, bien sûr, de rétablir les ponts et de donner confiance aux membres des minorités. Le mouvement Black Lives Matter, c'est un mouvement qui est incontournable, mais aussi de permettre, au fond, à tout le monde, peu importe l'origine, de se sentir, au fond, inclus et non pas méprisé. Mais c'est sûr que ça va prendre plus que des vœux pieux et des bons sentiments comme on en a eu à profusion cette semaine. Et je me demande si le fameux virage protectionniste de Trump n'est pas là pour, peut-être pas rester, mais s'il n'y a pas quelque chose qui doit revenir comme un sentiment, comment dire, comme la reconnaissance d'un besoin de reprendre un peu de contrôle sur son propre pays, sur sa propre économie. En tout cas, il y aurait 1000 choses à dire, mais voilà, j'essaie de terminer sur une note positive, cher Fred. Mais c'est vraiment une belle réflexion, Mathieu. Puis j'ai hâte de voir aussi les GAFAM, on n'en parle plus parce qu'on a l'impression qu'ils sont du bon côté de l'histoire, entre guillemets, là, c'est-à-dire qu'ils ont censuré le méchant. Mais moi, en tout cas, ça m'a interpellé aussi qu'on accepte si facilement que des compagnies privées, mais gigantesques, régulent, dans le fond, de façon tout à fait arbitraire, le discours public. Ah, absolument. Et d'ailleurs, puis ça rejoint un peu les thèses de mon livre, là, je suis désolé. Je ne veux pas me faire de la pub, mais c'est le... Ben, je m'en fais, regardez. Allez-y. C'est un peu pour ça. Non, mais c'est un peu pour ça que j'ouvrais la parenthèse, Mathieu. Que vous êtes aimable, Fred. Vous êtes un modèle. Écoutez, la bienveillance, c'est vraiment, là, ça vous fait du bien le départ de Trump. Non, mais blague à part, en fait, le GAFAM sort renforcé de la présidence Trump. C'est ça qui est paradoxal. Tout à fait. Non seulement ils se sont enrichis parce que Trump a baissé les impôts, je vous rappelle qu'Amazon n'a pas payé d'impôt fédéral en 2019. Pas un sou. C'est débile. C'est débile. C'est grâce à Trump, imaginez. Mais non seulement là-dessus, mais se trouve même renforcé parce que Trump leur a fait une publicité incroyable. Et à la fin, les réseaux ont presque l'air de ceux qui sont les garants de la démocratie. C'est comme, regardez, on va sauver les États-Unis, là. On va mettre fin à ça. Il y a un peu d'hypocrisie là-dedans. Et j'ai l'impression que le GAFAM, Biden va les retrouver sur son chemin s'il décide de les taxer, peut-être même de les démanteler au nom de la menace d'un monopole. De l'anti-monopole, oui, tout à fait. Mais on va surveiller ça, Mathieu Bellil. Merci infiniment pour nous avoir livré vos réflexions sur l'histoire qui est en cours. Merci à vous, au plaisir. Au revoir. Bon, alors on termine cette réflexion sur les événements qui se sont déroulés aux États-Unis, le mandat de Trump, oui, et l'arrivée de Joe Biden avec Amadou Sadjoubari. Bonjour. Bonjour Fred. On s'était parlé avant Noël, je pense. Oui, avant Noël, oui. Oui, voilà. Et là, vous m'avez proposé cette réflexion et je l'avais... faut rappeler aux gens, vous êtes professeur de philosophie au Cégep de Saint-Hyacinthe, donc cette réflexion-là, un peu plus philosophique, je la trouve intéressante pour cet épisode-là sur les États-Unis. Alors, peut-être commencer par l'héritage, si on peut dire, je ne sais pas si c'est le bon mot, héritage, du mandat de Donald Trump. Oui, l'héritage reste un bon mot, parce qu'après la fin des mandats, il y a toujours les leçons que peut tirer une nation du passage de son ancien président. Oui. Donc, le mot héritage ici tombe bien. Mais il faut d'abord dire, mon cher Fred, que Donald Trump aura été pour les États-Unis une grande épreuve pour la démocratie américaine, vraiment. Oui. Et de son élection à la fin de son mandat, beaucoup de divergences, beaucoup de discussions, beaucoup de débats sur l'état de fragilisation des institutions démocratiques américaines, la mise en cause de l'état de droit, des clivages sociaux, qui ne commencent pas, bien sûr, avec Donald Trump, mais qui l'auraient exacerbé, des tensions raciales, des discours même qui ne sanctionnaient pas, si vous voulez, l'extrême droite. On se rappelle dans son premier débat Joe Biden où il a quasiment refusé de condamner les Proud Boys. Donc, il y a tous des éléments sur le plan international. On avait parlé à la dernière chronique de toute la déstabilisation des institutions internationales, de la légitimité qui leur est mise en cause. Donc voilà, il y a tous des éléments qui étaient là, qui donnaient à voir quelque chose comme une leçon à tirer sur nos
nos hommes politiques, d'abord la nature de nos hommes politiques que la souveraineté du peuple installe, mais surtout les valeurs que portent aussi les hommes politiques et la manière dont ces valeurs structurent et orientent les institutions démocratiques. Ouais. Mais là, justement, là, vous parlez des hommes politiques, et là, c'est intéressant, on va peut-être en parler plus tard, parce que là, il faut dire les hommes et les femmes, parce qu'il y a l'arrivée de Kamala Harris, évidemment, qui va avoir un impact. On le souhaite, cela dit, mais il faut quand même le dire, les débats qu'a exacerbé la présence de Donald Trump, c'est des débats qui traversent la société américaine depuis longtemps, depuis la guerre froide, en fait. Tout à fait, depuis la fin de la guerre, et même avant, si on prend la question raciale, par exemple. La démocratie américaine a été une démocratie construite, quand même, en fait, à bien des égards, sur la question de l'esclavage. Il y a un héritage encore que les Américains portent à ce niveau-là, et d'ailleurs que l'arrivée de Kamala Harris, peut-être, j'ose l'espérer, pourrait atténuer. On voit aussi au Pentagone, on annonce une personne de couleur noire, donc je pense que les démocrates, et même au-delà, la classe politique américaine est consciente de la nécessité de travailler au niveau de la représentation raciale, ou en tout cas d'avoir des institutions qui représentent la composition démographique de la population américaine. Ça, je pense que malgré tous les débats actuellement sur le racisme systémique aux États-Unis, que Joe Biden reconnaît, c'est quand même un pas qu'il faut ici considérer. Mais vous avez raison de dire que des débats liés, par exemple, à la mondialisation, ça ne date pas de Donald Trump. Vous avez même des intellectuels américains de haut niveau qui avaient déjà pris position contre une démocratie, en fait, une globalisation enchantée. Pensez à tous les débats sur le livre de Huntington, sur le choc des civilisations. Oui, Samuel Huntington, voilà, tout à fait. Voilà, le fameux livre. Et tout, la question de l'arrivée, par exemple, de l'immigration dite massive ou illégale, la présence des Latinos au Texas. Alors, il y a tous ces débats. En fait, Donald Trump, son élection d'ailleurs, c'est construite sur ce qu'on pourrait appeler le ressentiment d'une majorité américaine sur ces questions-là, sur l'impact de la mondialisation, sur par exemple la population dite blanche. Vous voyez, par exemple, Emmanuel Todd, dans beaucoup de ses travaux, a travaillé ces questions-là, et surtout aussi la question justement de l'impact de l'immigration sur l'avenir même, d'autres diront, de la présence blanche aux États-Unis. Vous savez qu'aujourd'hui on parle de, par exemple, l'espagnol qui serait la seconde langue, d'autres disent trop d'immigration entraîne la disparition des peuples de souche. Bon, là je vous apprends rien du tout parce qu'on retrouve la même chose ici aussi. Tout à fait. Dans le Journal de Montréal, entre autres, souvent. Ok, parfait. Mais en tout cas, vous voyez, c'est un discours sur lequel un ensemble de ressentiments, un ensemble de frustrations, de clivages, sur lesquels Donald Trump a construit sa notoriété et sur lequel, d'ailleurs, il l'a gagné, entre autres. Et c'est pourquoi il ne faut pas tout de suite s'empresser de dire que nous avons passé l'ère Trump, que l'Amérique a tourné à l'ère Trump. Nous devons aussi, en tant que société, au Québec, au Canada, prendre conscience de certaines frustrations qui animent une majorité de population et surtout y répondre de manière rationnelle et non pas simplement toujours les marginaliser et les traiter d'extrême droite ou des personnes qui n'ont rien compris de la modernité. Mais comment on fait ça, Amadou Sadjo-Barry, pour aborder ces questions-là avec ce segment de la population de façon rationnelle? Sans dire que c'est des gens qui sont pas capables de rationalité, mais reste que, on l'a vu, la polarisation des débats, les chambres d'écho, ça devient extrêmement difficile. On n'est même pas je parle même pas de convaincre ou juste de garder un lien, de garder un dialogue. On a l'impression que l'ère Trump a un peu exacerbé ce clivage-là et le dialogue est presque impossible. En effet, écoutez, il y a bien sûr les vertus du dialogue, mais il y a aussi des limites du dialogue. Et la raison, et depuis Platon déjà, a ses limites. Voilà. Donc, il ne s'agit pas ici de nous aventurer dans un discours un peu romantique sur la nécessité d'un dialogue. Il faut juste dire qu'il y a des débats sur lesquels aujourd'hui beaucoup de nos concitoyens, qu'il s'agisse des États-Unis également, puisqu'on parle du cas américain, des débats qui font naître de la frustration. Prenez par exemple l'immigration. L'immigration aujourd'hui dans toutes les sociétés du monde, même en Afrique ou même en Asie, la présence d'immigrants ou de ce qu'on appelle les migrants pose problème. Dans le sens où certaines personnes s'estiment envahies, d'autres estiment que leurs jobs ont été prises par des personnes nouvellement arrivées, d'autres estiment que des personnes viennent avec des cultures et des langues différentes qui auraient pour conséquence de mettre en cause la culture de souche. Donc ça, c'est pas des débats qui sont propres aux Blancs ou aux Américains ou aux Québécois. C'est universel. Et d'ailleurs, Claude Lévi-Strauss déjà en parlait dans ses travaux. Là-dessus, je vous une parenthèse. Dans le fond, parce que oui, on entend beaucoup ce discours un peu romantique que la diversité va de soi, mais dans le fond,
c'est pas tout à fait le cas. C'est une espèce de penchant humain, je dirais pas naturel, mais il faut faire attention à ces mots-là aujourd'hui, d'essentialiser les gens. Mais reste que l'altérité fait toujours peur. Alors, écoutez, je peux parler en parenthèse même de l'Afrique. Prenez un pays comme la Guinée-Conakry, mon pays d'origine, dans les années 2000, avec la guerre dans un pays voisin qui s'appelle le Libéria. La Guinée a vu, si vous voulez, une vague d'immigrants libériens vers la Guinée. Alors, moi, je me rappelle une fois encore dans certains discours, même des religieux ou des politiciens, qui disaient, vous voyez, la prostitution est là aujourd'hui en Guinée, il y a beaucoup de banditisme à cause des Libériens qui viennent d'arriver en Guinée. Donc, ça, c'est entre Africains, c'est une personne de couleur noire. Tout récemment, en Afrique du Sud, il y a eu des conflits entre les Sud-Africains, ce qu'on appelle du souche, et bien sûr, des pays voisins comme l'Angola. Donc, ça prenait même entre Algériens et Marocains. Donc, je veux dire, franchement, de façon plus si on se mettait un peu au-delà du discours entre la colonialité ou l'Occident et le reste du monde, le rapport à l'altérité, à l'intérieur même, si vous voulez, d'un même peuple, il y a toujours eu des conflits. Écoutez, la diversité ne date pas d'aujourd'hui, bien qu'actuellement, sur le plan culturel, c'est une diversité qui est plus marquée. Mais sur le cas américain, ce qui ajoute au problème, c'est toute la question de l'héritage lié à l'esclavage et tout ce que d'autres appellent aujourd'hui une présence démesurée des Latinos aux États-Unis. Mais écoutez, ça fait partie de l'évolution du monde. Donald Trump a joué beaucoup là-dessus et aujourd'hui, Joe Biden hérite de tous ces discours, de tous ces clivages sur lesquels, moi, j'estime que la nation américaine devrait travailler. Et quand je dis qu'il faut les aborder de manière rationnelle, ce n'est pas s'interdire de les critiquer lorsqu'ils sont critiquables, mais c'est de ne pas tout de suite les rejeter en y voyant quelque chose comme du simple ressentiment ou de la frustration aveugle. Il faudrait aussi essayer de questionner les causes de ce ressentiment-là. Pourquoi les gens en sont arrivés là? Comment d'ailleurs une grande démocratie comme l'Amérique en est arrivée à une personne comme Donald Trump et on arrive à une attitude sans précédent où un président en exercice refuse l'alternance au pouvoir. Donc là, vraiment, c'est une réflexion à la fois intellectuelle, mais sur l'avenir aussi de nos démocraties en Occident. Sauf que vous semblez... En fait, vous êtes encore optimiste, parce qu'on a l'impression que la démocratie américaine, entre autres, est malade, qu'il y a des soubresauts qui peut-être vont nous amener à des perturbations encore plus grandes, même si Joe Biden a été élu, mais on sait que les partisans de Trump ne sont pas disparus dans la nature. Vous restez quand même optimiste. Écoutez, moi, je reste optimiste, parce que sur le cas de la démocratie, moi, dans mes cours d'éthique et politique, je ne cesse de le dire à mes étudiants, lorsqu'on dit que la démocratie est malade, elle l'a toujours été depuis sa naissance en Grèce antique. Lisez la République de Platon, lisez des passages célèbres du le politique de Platon, où Platon estime, je cite de mémoire, que si tous les gouvernements sont déréglés, c'est à la vie en démocratie que revient la victoire. Et Platon dirait que la démocratie, c'est un régime débile. On sait toute la haine que Platon vouait à la démocratie, bien que chez Aristote, c'était plus nuancé. Donc la démocratie a été toujours, si vous voulez, un régime qui a posé problème dès sa naissance et qui continue de poser problème parce qu'elle entretient des principes qui peuvent souvent être contradictoires. C'est le cas entre la souveraineté du peuple et l'état du droit. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on dit il y a trop de législateurs au Québec, on dit il y a des juristes qui essaient d'aller contre les législations au Québec. C'est dans le cas, par exemple, de la loi sur la laïcité de l'État au Québec. Donc, vous voyez, ces tensions-là sont inhérentes au principe même d'un régime démocratique. La question pour une nation, c'est de savoir, Fred, comment faire de cette tension un débat constructif. Toujours, il y aura la souveraineté du peuple qui a installé Donald Trump. Et bien sûr, qui a été confirmé par l'état de droit. Mais avec Trump, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est un refus catégorique à la fois de la souveraineté du peuple et de l'état de droit. Parce qu'on va jusqu'à prendre d'assaut le Capitole pour refuser la confirmation du président élu par le peuple. Donc là, vraiment, c'est une mise en cause même des piliers de la démocratie. Et là, moi, je me félicite de voir, d'où mon espoir, l'attitude de Mike Pence, des démissions qui ont été occasionnées par le discours de Trump qui appelait à prendre d'assaut le Capitole. Là où on voit que les institutions démocratiques, oui, elles doivent être fortes, mais ça nous prend aussi, Fred, des personnes qui ne refusent pas de défendre des principes, c'est-à-dire des limites. Lorsqu'une nation se donne des contraintes, lorsqu'une nation se donne des limites à ne pas franchir, quels que soient les clivages politiques, il doit y avoir des hommes comme Mike Pence et d'autres qui disent là, on a franchi une limite, on a franchi la ligne rouge, mais là, on ne dépasse pas. Vous voyez, c'est ça aussi l'enjeu entre la défense des principes et la construction des institutions démocratiques. Les deux vont de pair. Bon, et là, évidemment, on doit réfléchir aussi à l'impact que ça va avoir ici, au Québec, entre autres. Vos observations vous amènent où présentement? Moi, je me dis, première chose,
à l'ère de la post-vérité, là encore je vous apprends rien, à l'ère du complotisme, oui. Là encore je vous apprends rien, je pense qu'aujourd'hui nous devons tirer la première leçon sur la nécessité de travailler beaucoup sur l'éducation politique de la jeunesse, des citoyens. Oui. Si un Mike Pence ou certaines personnes, même dans le cas républicain, ont pu s'ériger contre la volonté arbitraire de Donald Trump, c'est parce que ces gens-là ont intériorisé des contraintes que la société, en fait, s'est entendue, s'est donnée. Le contrat social, c'est malgré nos divergences, des limites qu'on se donne pour gérer notre vie commune. Oui. Donc, au Québec ou dans nos nations démocratiques, comme le Canada, il faudrait qu'à l'école, dans la presse, partout, que nous apprenions à avoir des valeurs communes qui vont essayer de contraindre les comportements collectifs et individuels et qu'on va essayer d'intérioriser par un processus d'éducation. C'est ce qu'on appelle la socialisation politique. Aujourd'hui, dans les écoles, dans la presse, c'est déjà ce qu'on fait. Malgré, encore une fois, il ne faut pas se faire d'illusions qu'il y aura toujours une persistance des discours négationnistes. Ça date encore de longtemps. Des discours complotistes, il y en aura toujours. Mais parallèlement à ce discours-là, les enseignants, les intellectuels, les chroniques ne doivent pas renoncer aussi à battre campagne sur la nécessité de défendre des valeurs. Malgré nos divergences, malgré les clivages sociaux, nous devons accepter qu'il doit y avoir des limites qui nous contraignent. Si on refuse les limites, si on refuse ces garde-fous-là, une société ne peut pas exister, à la fois sur le plan démocratique et sur le plan humain. Je donne pour exemple les pays pauvres. Vous voyez la dictature, c'est parce qu'il n'y a pas de limite. C'est parce qu'il n'y a pas de limite, c'est l'arbitraire qui y règne. Donc moi, je pense que la première leçon, c'est comment travailler aujourd'hui à socialiser nos jeunes, nos citoyens, pour se convaincre de la nécessité de la démocratie qui fait ses preuves dans le monde. Parce que Fred, voyez-vous, les gens ne prennent pas le bateau pour mourir, pour rejoindre par exemple la Chine et la Russie. Hein. Non. Les gens vont rejoindre la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, pour par exemple Haïti ou l'Honduras. Vous voyez, c'est parce que quelque part, malgré la critique qu'on peut faire de la démocratie, il y a quand même un minimum qui permette à la dignité humaine de s'exprimer. Deuxième leçon pour aller plus vite, c'est aussi la nécessité pour nous autres humains, en démocratie, nos acteurs et décideurs politiques, malgré les divergences qu'on entretient sur l'immigration, la mondialisation, nous devons accepter justement, quels que soient les débats, de ne pas franchir des principes sur lesquels la société québécoise s'est bâtie, en fait, depuis la Révolution tranquille. L'état de droit, par exemple, l'égalité hommes et femmes, et tous ces principes-là. Et quel que soit l'acteur politique qui essaierait de franchir le pas, il faut que nous soyons là pour le rappeler à l'ordre. Donc ça, c'est la nécessité d'avoir des hommes qui défendent des principes. Et aussi, à cela aussi, travailler à renforcer nos institutions démocratiques. Parce qu'aux États-Unis, ce qui a permis justement à Mike Pence de passer outre l'arbitraire d'un Trump, c'est parce que les institutions américaines sont là, elles sont solides, malgré toutes les critiques qu'on a aujourd'hui sur l'état de déliquescence de la démocratie américaine. Donc l'école, la société, les politiques, tout le monde doit jouer un rôle là-dessus. Bon, là, on sent le pédagogue en vous qui s'exprime. Bon, vous enseignez au cégep, donc au niveau collégial, le travail doit se faire avant. Là, je terminerai avec ça. Comment vous envisagez... Est-ce que vous avez l'impression, en fait, que ces mécanismes-là sont bien partagés, bien enseignés? Est-ce qu'on y accorde l'importance qu'il se doit ou on sent... Parce qu'on le voit quand même, on est en temps de pandémie, il y a un discours complotiste qui est parfois complètement irrationnel, mais qui parfois part de réelles préoccupations. Et je trouve que ça devient... Moi, je sais que c'est une période particulière, là, la pandémie, mais je sens quand même que les paroles divergentes sont de moins en moins de place dans la sphère publique. Oui, il faut distinguer les paroles divergentes et l'attitude complotiste ou négationniste. Moi, je pense que le négationnisme est l'effet d'une paresse intellectuelle qui ne dit pas son nom. Là-dessus, je pense le complotisme aujourd'hui, les discours même haineux sont l'effet d'un manque de travail sérieux sur des questions justement qui font débat, à savoir la globalisation, à savoir l'immigration et même la question de la laïcité. Alors, malgré, même entre des chercheurs sérieux, si vous prenez le cas de la laïcité, il y a encore de la divergence. Mais entre ces chercheurs-là, on ne se traite pas de tous les noms. Voyez-vous, si vous prenez par exemple l'exemple français de Gilles Kepel, par exemple, et d'autres, que j'oublie le nom, voilà, et d'autres, dans le débat sur la besoin de l'islam, il y a toujours des contradictions, mais jamais ça n'arrive au complot. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, la diversité... Non, attendez, oui, ça, mettons, on peut parler d'Alain Finkielkraut, des gens comme ça qui sont très actifs, bon, mais non, mais évidemment, ça c'est au niveau, je dirais... médiatique ou intellectuel, mais dans la population, ça se passe pas toujours comme ça. Ça se passe pas toujours dans la courtoisie et dans l'échange d'idées. Ah non, tout à fait. Mais là encore, c'est le propre même de toute société humaine.
toute société humaine, la divergence est inhérente à la vie sociale. D'ailleurs, c'est pourquoi la démocratie est là pour essayer de pacifier cette divergence-là. Et c'est ça la beauté des régimes démocratiques. C'est l'expression de la différence dans le respect des contraintes sur lesquelles on s'est entendu malgré nos différences. C'est ce qui distingue la modernité politique, par exemple, de la démocratie telle qu'elle est exprimée dans la Grèce antique, par exemple. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est pas de dire, oui, il faut encourager la diversité du débat, c'est clair. Une seule opinion qui domine me poserait problème, sérieusement. Et il faut que les enseignants et les hommes politiques ne travaillent pas à marginaliser des discours parce qu'ils les aiment pas. Au contraire, il faut les mettre sur la table et savoir qu'est-ce qui se pose problème dans ces discours. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi leurs présupposés? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de travail de recherche là-dessus? Est-ce qu'on a exploré d'autres éléments? Parce que plus vous diversifiez un sujet, mieux vous avez un horizon large sur toutes les questions que le sujet présente. Donc, avoir un seul point de vue ou lire un seul livre sur un sujet, Gilles Kepel ou par exemple François Burgat, voilà le nom que je cherchais, voilà, François Burgat, on s'interdit de comprendre les préoccupations des autres. Donc, la meilleure manière, me semble-t-il, et encore sans prétention, d'aborder la diversité aujourd'hui, c'est de dire, OK, exposons tous les points de vue, essayons de chercher leur fondement. Sur quoi ceux qui disent que, par exemple, les masques sont une espèce de corruption, sur quoi ils se fondent? Est-ce que ce fondement est légitime? Donc, moi, je pense que si on met en place l'interrogation rationnelle, on essaiera, non pas peut-être d'éliminer tous les complotistes, mais au moins de réduire l'impact, ou en tout cas leur nombre. C'est d'où l'importance, d'ailleurs, aujourd'hui, du travail de l'éducation et de nos hommes politiques. C'est pourquoi, je termine là-dessus, je disais au début de la chronique, de ne pas marginaliser même ces discours aujourd'hui complotistes, même les discours anti-immigration. Il ne faut pas les marginaliser. Il faut essayer, ne serait-ce que tendre l'oreille, non pas pour les justifier, mais pour essayer ou de comprendre leur fondement, ou en tout cas de délégitimer leur fondement. Mais ce n'est pas en les marginalisant qu'on essaiera de s'en prendre à eux, là. Ça, c'est clair. Amadou Sadjouari, merci beaucoup pour vos réflexions. Je suis très heureux de vous compter parmi nos chroniqueurs. C'est la deuxième fois qu'on vous entend. On n'attendra pas plusieurs semaines comme on a fait la dernière fois pour vous réentendre. Merci vraiment beaucoup. Merci Fred. Alors, merci à tous ceux qui ont participé à ce formidable épisode de la balado. Je remercie évidemment Hélène Faradji, Andréane Bissonnette. Je remercie Julie-Pierre Nadeau. Je remercie Mathieu Bellil, Amadou Sadjouari. Je remercie Larry Dufresne qui me donne tellement un grand coup de main pour ce projet-là. Je remercie Andréane Obansawin également qui s'occupe entre autres des réseaux sociaux, qui s'occupe également de m'enligner vers des bonnes idées puis m'éloigner des moins bonnes idées quand j'en ai par rapport à ce projet-là. Alors merci. Merci à Pascal Meunier également de IFTech qui ont travaillé très fort pour un peu simplifier tout le processus sur le site web, entre autres, les gens qui donnent, les gens qui ont accès à l'espace privilège pour le contenu exclusif. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes allé voir les chiffres. Évidemment, on a fait une migration, alors on a fait le ménage dans la participation de tout le monde et on est à 97, presque 98% de l'objectif de 60 000 $. Alors, j'invite les gens qui ne l'ont pas encore fait, si vous êtes capables, évidemment, parce que je sais que la situation n'est pas facile, mais de nous permettre d'atteindre l'objectif de 60 000 $. Comme ça, tout le monde qui participe à ce projet-là, qui vous offre cette balado, pourra être rétribué. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Et ça nous donne les moyens également d'offrir un produit de qualité et de se projeter dans l'avenir aussi, parce qu'évidemment, il y aura une saison 4. Ben justement, on parle de l'espace privilège. Je vous annonce que demain matin, là, on est samedi, pour les gens qui écoutaient la balado quand elle sort le samedi. Demain, dimanche, il y aura un 4e épisode de Brouillon de culture qui sera consacré à Jean-Pierre Bacry, qui nous a quittés malheureusement cette semaine, donc le comédien français décédé à l'âge de 69 ans. Avec Hélène Faradji, on a discuté, on a repris nos bonnes vieilles discussions au cinéma qu'on faisait l'an dernier sur sa carrière, sur les films marquants, sur aussi la dimension... oui, c'est un comédien, mais avant tout, et ça, c'est Hélène qui le faisait remarquer, c'est un dramaturge, c'est un scénariste. En fait, c'est quelqu'un qui... C'est un auteur. Et c'est ça qu'on oublie parfois avec Jean-Pierre Bacry. Donc, discussion sur Jean-Pierre Bacry qui sera disponible demain dans l'espace privilège, l'épisode 4 du Brouillon de culture.
Je sais que je parle beaucoup du contenu exclusif pour les gens qui donnent 60$ et plus. C'est une façon aussi de stimuler un peu une certaine participation, mais toute participation est bienvenue et très appréciée. Puis des fois, ça ne se manifeste pas nécessairement par des dons. Il y a des gens qui m'écrivent parce qu'ils s'offrent pour m'aider à faire de la recherche. Il y a des gens qui m'ont offert leur aide pour le site web. Il y a des gens qui vont le faire pour peut-être à d'autres niveaux. Donc, je veux remercier tous ces gens-là, tout cet esprit de communauté que je voulais créer avec la balado et qui se matérialise semaine après semaine. Alors voilà, donc toutes les informations sont sur le site web. La façon de donner aussi, c'est sur le site internet, lefredsavard.com. Si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire au balado fredsavard@gmail.com. Vous pouvez le faire aussi sur la page Facebook. Merci. La semaine prochaine, on va parler de livres. On va réfléchir sur le livre, pas tant sur la littérature en tant que telle, mais sur l'impact qu'a un livre, l'indépendance aussi des libraires, des éditeurs et comment le livre permet de faire circuler des pensées autres que la pensée dominante et comment c'est peut-être de plus en plus difficile. Ça va être vraiment, je pense, vraiment intéressant. On va aller un peu ailleurs et on va avoir Simon Jaudoin également qui va nous faire des belles suggestions sur... ça, j'étais content. Vous savez, c'est le février, c'est le mois sans alcool, le 28 jours sans alcool. Et Simon va nous faire des suggestions sans alcool, mais québécoises. Et ça, je trouve ça intéressant parce que moi, j'en consomme quand même pas mal de bière sans alcool, entre autres. Il y en a beaucoup au Québec, de plus en plus. C'est un courant qui est mondial, il y en a beaucoup en Europe, mais au Québec, il y en a beaucoup. Puis il y a aussi des alternatives non biéreuses sans alcool, si on pourrait dire. Alors, on va parler de ça avec Simon Jaudoin. Bonne semaine tout le monde. Faites vraiment attention à vous. Faites attention à votre corps. Faites attention à votre esprit. Et on se retrouve la semaine prochaine.